Bonjour, je pense qu'on va doucement commencer. Je vous remercie d'être là ce matin pour ce webinaire intitulé Du masculin au masculinisme, comprendre les dynamiques psychiques qui est organisé par le réseau Virage. Je vais vous parler un petit peu du réseau Virage très rapidement. Le réseau Virage, il naît en 2017 devant les demandes de professionnels qui sont adressées à l'ARS, qui n'a pas cette vocation d'intervenir dans les situations individuelles, pour justement répondre à cette demande-là. Il s'agit de fournir un service qui permet de soutenir la prévention, l'accompagnement, la sensibilisation et la formation des personnes concernées, de leur entourage familial et ou de leur entourage professionnel sur ces questions. Virage, c'est l'acronyme de Violence des idées, ressources, action, Grand Est. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire du champ clinique socio-éducatif qui intervient dans une perspective lifespan qui permet des prises en charge comme un fil conducteur au cours du développement de la personne et ou de son insertion ou de sa réinsertion dans l'environnement social. Dès le début de la création du réseau, il y a une volonté de ne pas restreindre l'accompagnement à une forme de radicalité violente, mais d'être sur le terrain des différentes formes de radicalité violente, qu'elles soient idéologiques, politiques, religieuses, mixtes, et tout ça en étant toujours au plus près des questions d'actualité et du contexte géo-socio-politique. Pour ma part, je suis psychologue au sein du réseau Virage, je participe à la réflexion d'équipe autour des questionnements qui nous traversent au regard des accompagnements qu'on propose. Je participe également à la réflexion des propositions du réseau et je serai aujourd'hui votre discutant sur les 2 heures qui vont nous permettre d'explorer ce qui se joue dans le lien autour des masculinités aujourd'hui et aussi en fait individuellement. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné par deux invités, deux invités. Le docteur Aziga Bilo, qui est médecin psychiatre, travaille en milieu pénitentiaire dans une unité d'hospitalisation spécialement aménagée à Toulouse. Cette unité d'hospitalisation psychiatrique pour des personnes incarcérées. Elle est intervenante au sein de l'équipe du CRESAM autour de la question des radicalités violentes. Elle a également une activité libérale et une activité de supervision et de formation. Donc c'est Aziga Bilo. Et nous aurons également en second temps le docteur Serge Effez, médecin psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille, qui est responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est l'auteur de différents ouvrages qui font référence sur le couple, la danse du couple, sur le genre, le nouvel ordre sexuel, ou transition plus récemment en 2022, la famille, quand la famille s'en mêle en 2004, la fabrique de la famille en 2017, les masculinités dans le cœur des hommes, aux éditions plurielles en 2010. Alors, quand on parle de masculinité au pluriel, on touche à quelque chose de très intime, la manière d'habiter son corps, ses désirs, sa place, mais aussi quelque chose de politique, de social, parce qu'on n'est pas seulement homme, on est aussi fabriqué par un ensemble de discours, d'images et d'attentes, ceux de la famille, de l'école, de la culture, des pairs, des réseaux sociaux, des autres univers professionnels. Dans un contexte marqué à la fois par des mouvements d'égalité de genre, des crispations identitaires et la montée de courants masculinistes, beaucoup d'hommes, et pas que des hommes, d'autres personnes qui vivent avec ces hommes, se demandent qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui concrètement, dans une famille, dans son quartier, dans son travail, dans les relations, dans les liens. Quelles émotions ont le droit d'être visibles et lesquelles doivent rester cachées pour rester un homme? Comment l'environnement social, culturel, numérique vient nourrir des pensées de repli, de colère, parfois de haine ou de ressentiment? Alors ce matin, nos deux intervenants vont essayer de relier ces questions subjectives au contexte
Avant de laisser la parole peut-être au docteur Azigabilo, je vous rappelle des petits points, de couper vos caméras, vos micros durant le temps d'intervention des différents intervenants, de poser vos questions dans le chat. On prendra un temps après chaque intervention pour pouvoir relever ces questions-là et les poser à chaque intervenant. Également, à la fin de ce webinaire, de répondre au questionnaire de satisfaction. On fera un rappel également sur les prochains webinaires. Et donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au docteur Bilot. Merci, bonjour à tous et merci pour votre invitation, en compagnie de Monsieur Fez, et pour le traitement de ce sujet de la manière dont vous le faites. Les interventions de Madame Ledoff et de Monsieur Dupuy-Derry étaient passionnantes et j'ai hâte d'entendre la suivante qui sera en décembre de ce que je comprends. Alors, c'est à notre tour. Comme vous l'avez indiqué, je suis médecin psychiatre, comme Monsieur Serge Effez. Et si nous parlons aujourd'hui devant vous, ça pourrait envoyer un message erroné que les psychiatres adorent s'exprimer sur plein de trucs. Bon, ça, c'est plutôt vrai, mais surtout que le masculinisme serait une pathologie psychiatrique. Alors, je vais couper ce suspense tout de suite. Non, le masculinisme n'est pas une maladie. Les personnes qui incarnent, défendent et vivent au sein de cette idéologie ne souffrent pas d'un processus pathologique inné ou acquis qui entraînerait une déviation et un déséquilibre par rapport à un fonctionnement physiologique. C'est aussi ce qu'indique le rapport Psychiatrie et radicalisation de la Fédération française de psychiatrie de 2020 qui était centré sur la question religieuse pour le coup. Ce rapport relève que la maladie psychiatrique n'engendre pas de radicalité. Il indique l'existence potentielle de vulnérabilité, de fragilité aussi sur le plan psychologique et psychiatrique, qui peuvent participer à un processus de radicalité, mais comme bien d'autres facteurs, sans en être un déterminant clé et unique. Donc la psychiatrie est un intervenant parmi d'autres. Alors, il y a quelques situations qui sont à distinguer cependant. Vous pouvez avoir certains délires de type mégalomaniaque, de persécution, qui peuvent contenir des propos sexistes, misogynes, parfois violents, voire des menaces de passage à l'acte. Si tout ça disparaît au traitement de la décompensation médicale, il s'agit d'un symptôme d'une pathologie et non d'une adhésion pérenne à une idéologie masculiniste. Le symptôme en prend le costume, mais il s'agit d'autre chose. Car il faut savoir un truc, c'est que dans la manière d'être fou, il y a aussi quelque chose de consensuel. On l'est de manière repérante à des repères de société. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de délires autour de puces électroniques dans le corps, de téléphones portables qui contrôlent les gens. Au Moyen Âge, on voyait la Vierge derrière chaque arbre. Donc, dans la folie, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la société. Par contre, quand les propos sexistes, misogynes persistent, il s'agit d'un élément supplémentaire pour dire que le processus pathologique n'en est pas responsable, mais bien l'individu qui est derrière. Alors, quand cela concerne un passage à l'acte violent, il s'agit de ne pas sombrer dans la tentation de la figure du monstre du malade psychiatrique quand on parle de la question de l'incompréhensible et de l'insupportable. Parce que si on part de ce principe-là, ça nous priverait finalement d'une vision globale et d'autres déterminants sur lesquels il serait possible d'agir. Alors après avoir dit tout ça, qu'est-ce que je fais là devant vous? Bon, bah, il se trouve que mon activité hospitalière en unité d'hospitalisation psychiatrique en milieu pénitentiaire m'a amené à accompagner quelques patients pour lesquels il y avait une inspiration masculiniste plus forte que d'ordinaire qui pouvait se poser. Vous remarquerez la formule plus forte que d'ordinaire sur laquelle je reviendrai. Vous avez également évoqué l'équipe pluridisciplinaire du Centre ressources en santé mentale autour de la radicalité violente, le CRESAM Occitanie, dans laquelle je travaille, et qui intervient auprès des professionnels au contact d'un public posant la question de l'existence ou non d'une radicalité. Au travers de ces différents espaces et de nos recherches, je vous propose quelques éléments qui pourraient aider à la conceptualisation du masculinisme et quelques liens parfois retrouvés avec des éléments psychopathologiques. Alors j'aimerais commencer avec quelques définitions et rendre à Michel Ledeuf, que vous connaissez bien, ce qui est Michel Ledeuf, soit l'invention du terme masculinisme et sa définition. Donc elle parle d'un particularisme qui non seulement n'envisage que l'histoire ou la vie sociale des hommes, mais encore double cette limitation d'une affirmation, il n'y a que qui compte et leur point de vue. Francis Dupuy-Derry, que vous connaissez un peu aussi, définit l'antiféminisme comme un mouvement de pensée et d'action qui s'oppose au féminisme. Le masculinisme est une branche de l'antiféminisme qui désigne, toujours selon Francis Dupuy-Derry, un mouvement social conservateur ou réactionnaire qui prétend que les hommes souffriraient d'une crise identitaire parce que les femmes en général, et les féministes en particulier, domineraient la société et ses institutions. Donc le masculinisme est une branche de l'antiféminisme centrée sur les droits des hommes.
Ce qui est entendu par mouvement conservateur, c'est ce que les conceptions masculinistes, c'est que, pardon, les conceptions masculinistes reposent sur des représentations stéréotypées du genre et du rapport de genre. Éric Zemmour, qui s'inscrit dans cette veine de manière plutôt revendiquée, décrit par exemple le genre féminin comme synonyme de douceur, de paix, d'écoute, de tolérance, euh, qui a une forme d'intelligence qui serait qualitativement et quantitativement différente de celle des hommes, donc comprenez plus bête, là où le genre masculin incarnerait la violence, la conquête, l'autorité, il parle même de prédateurs sexuels civilisés et d'un genre plus à même de réussite dans le champ intellectuel. Donc cette conception de la société et des individus conduit à des rôles et des espaces attitrés, les femmes dans la sphère domestique et l'assistance des hommes, et les hommes dans des rôles de meneurs et des postures hiérarchiques plus élevées. On peut laisser Nietzsche résumer tout ça. L'homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le délassement du guerrier. Alors, il y a quelques minutes, je mettais un marque-page dans votre esprit en parlant d'inspiration masculiniste plus forte que d'ordinaire. Je me permets d'utiliser cette formule parce qu'au regard de notre vie quotidienne, il serait impossible de dire que toute conception genrée stéréotypée en serait exclue. Je vais m'appuyer sur le rapport du sixième état des lieux du sexisme en France, rédigé à partir des travaux de recherche du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes, que vous avez tous lus, ça j'en suis sûre. Donc, il y est noté que 20% des 25-34 ans considèrent normal d'avoir un plus gros salaire qu'une femme à poste égal, que 70% des hommes pensent que pour être respecté dans la société, un homme doit avoir la responsabilité financière de sa famille. S'il en fallait plus pour vous convaincre, 37% de cette étude, et ça c'est une augmentation, considèrent que le féminisme menace leur place. Donc ici, c'est une conception antiféministe et masculiniste. Et si vous étiez encore un peu trop serein dans la vie que vous menez, sachez qu'un quart des 25-34 ans de cette étude pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Il faut donc accepter qu'un mode de pensée masculiniste est une intégration sociétale et que ça, ce n'est pas récent. La contestation du patriarcat et du masculinisme ne le sont pas non plus. Mais ça, je vous renverrai vers les travaux de l'historienne Florence Rochefort, qui travaille sur l'histoire des féminismes, des antiféminismes et des masculinismes. Alors, une petite partie true crime, parce que je sais que vous adorez ça. Il n'y a pas si longtemps, en France, en 1966, André et Micheline Fourquet divorcent et leurs trois enfants sont placés dans une institution religieuse. Le père les y enlève et se retranche dans la ferme familiale. Il est arrêté par la police et il écope de quelques mois de prison et les enfants retournent vivre avec leur mère. À la sortie de prison, le régime des visites des enfants est strict et surveillé. En 1969, il se retranche à nouveau dans la ferme avec les enfants. Il refuse de les laisser partir. Il y a seulement l'aîné de 14 ans qui va réussir à s'enfuir. Et là, André Fourquet menace de tuer les enfants et de se tuer ensuite si son ex-femme ne revient pas vivre avec lui et s'il n'obtient pas la garde permanente de ses enfants. Il s'ensuit un siège de 16 jours, durant lequel il abat un gendarme autour de sa maison, et il refuse de laisser sortir les enfants, bien qu'il les décrive en train de mourir de faim. Il met finalement fin à leur vie d'une balle dans la tête avant de se suicider. L'affaire fait évidemment grand bruit. La foule, regroupée pour les funérailles du père et des enfants, est conséquente. Et cette même foule refusera de laisser entrer Micheline Fourquet, qui n'assistera pas aux obsèques de ses enfants. Alors, il y a des extraits de journaux radiophoniques de l'époque qui sont encore disponibles, avec des descriptions complaisantes de la part des journalistes d'hommes venus assister en masse aux obsèques pour soutenir la mémoire d'un homme qualifié de malheureux, de victime d'une injustice et victime au même titre que ses enfants. La mère des enfants, empêchée d'être présente à la cérémonie par la foule, est positionnée en responsable d'un drame domestique du fait de sa décision choisie et maintenue de séparation conjugale. Vous repérez que là où cet ensemble d'idées pose de manière incontestable un problème d'ordre sociétal, c'est lorsque l'idéologie appelle à la violence et l'encourage, et que des individus se fédèrent en nombre ou s'organisent seuls autour du projet d'un passage à l'acte sur autrui. Car il y a des agressions et des homicides qui sont perpétrés au nom de la haine des femmes et des féministes. Des gestes revendiqués, comme celui de Marc Lépine en décembre 89 à l'École polytechnique de Montréal, qui sépare les femmes des hommes et assassine 14 femmes et fait autant de blessés en criant « Je haïs les féministes ». Ce passage à l'acte génère initialement un sentiment d'horreur, mais aussi une réflexion sur le fait que les raisons de Marc Lépine puissent peut-être être entendables, considérant la place des femmes dans la société et le trouble que ça génère chez certains hommes. La dimension de haine et d'antiféminisme du crime mettra plusieurs années à être audible. Une première en France. En juillet de cette année, un jeune homme de 18 ans qui aurait projeté d'assassiner des femmes à coups de couteau dans un contexte d'adhésion à une idéologie incel a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes.
caractériser juridiquement des actes en lien avec le masculinisme de terroristes. C'était jusque-là inédit en France. Pour préciser, les incels sont les involuntary celibates, soit un courant du masculinisme dénonçant une précarité affective et sexuelle dont les hommes seraient victimes à cause des femmes et des féministes qui choisiraient d'autres partenaires qu'eux et pour de mauvaises raisons. Donc il y a manifestement des choses qui avancent. Or, il y a aussi des passages à l'acte qui ont l'air d'appartenir à la sphère privée, que l'on désigne par violence conjugale, et qui peuvent aussi s'inscrire dans une idéologie revendiquée. C'est le cas du féminicide de Mélanie Jeunesse par son ancien compagnon Michael Filetas. L'une de ses expertises psychiatriques parle d'un individu rigide, méfiant, convaincu d'avoir raison, procédurier et se considérant ici comme victime. Pour rappel, il assassine son ex-compagne et sur la même séquence, il essaye de tuer la sœur de celle-ci, qui l'attache et qu'il poignarde à plusieurs reprises, et il essaye de tuer aussi le nouveau compagnon de son ex-compagne. Donc, nous en reparlerons, mais avant de rencontrer Mélanie Jeunesse, Michael Filetas avait déjà été signalé et condamné pour violence sur d'anciennes compagnes. Il était engagé dans le numérique, passant de commentateur de vidéos dites de séduction à coach en séduction lui-même, c'est-à-dire diffusant du contenu à destination d'hommes, percevant la séduction comme une performance, s'appuyant sur des stéréotypes genrés et un mépris des femmes. Vers 2017, il découvre le mouvement MECTO, Men Going Their Own Way. C'est un sous-groupe du masculinisme considérant être bridé dans la société par les femmes et leur emprise systémique et décidant de se désengager volontairement des relations affectives avec les femmes en ne gardant éventuellement quelques relations sexuelles utilitaires. Michael Filetas argumente et justifie ses agissements par ce cadre idéologique dont il fait la promotion sur ses réseaux. Il expliquait notamment lors d'une expertise psychologique qu'il devait être irresponsabilisé pour ses actes du fait de la manière dont son cerveau reptilien fonctionnerait, dans un discours décrit comme cohérent dans la forme, empreint d'une allure scientifique, mais dont le contenu est décrit comme fort contestable. Donc, entendez dans cette description qu'on indique que cet homme ne délire pas, au sens psychiatrique du terme, qu'il s'exprime de son opinion. Dans sa relation avec Mélanie Jeunesse étaient relatées des exigences quant au rôle et aux agissements qu'elle aurait dû, selon lui, adopter, suivre avec des épisodes de violence décuplés quand elle aurait décidé la rupture. Donc si ce féminicide s'inscrit dans une idéologie masculiniste assumée par son auteur, d'autres passages à l'acte similaires se produisent, sans revendication derrière un étendard. Les motivations et les justifications semblent cependant rentrer dans le cahier des charges du mode de pensée masculiniste. La question du départ de la conjointe est un élément très récurrent, avec parfois l'usage de la violence pouvant être légitimé pour retrouver un ordre établi. La partenaire ne doit pas partir, ne doit pas quitter, elle ne peut pas être décisionnaire de cela. On pourrait reprendre la formule, l'usage de la violence pour se faire respecter, que l'on retrouvait dans le résultat du rapport sur l'état des lieux du sexisme en 2024. Des auteurs comme Rose Lamy commencent à s'intéresser aux violences conjugales et à les qualifier d'angle mort, j'arrive, de la violence en général, pardon, et de la violence masculiniste en particulier. Le documentaire que vous avez sur Arte TV en ce moment, gratuitement, Je vais te tuer, vient illustrer le concept de contrôle coercitif au travers des extraits d'audience au tribunal pour des jugements de violence conjugale. C'est-à-dire, on entend par contrôle coercitif un ensemble de comportements et d'actions mis en place par un homme jusqu'à la violence physique brute pour contrôler une femme qu'il considère comme lui étant due et asservie et qu'il s'agirait de l'ordre normal et souhaitable du monde. Alors, j'évoquais quelques minutes en arrière le contenu de l'expertise psychiatrique de Michael Filetas, qui retrouvait un individu, vous vous rappelez, rigide, méfiant, convaincu d'avoir raison, procédurier et se considérant comme victime. Il me semble pertinent à ce stade de vous parler du trouble de la personnalité paranoïaque. Le manuel statistique et diagnostique des maladies mentales définit un trouble de personnalité comme un mode durable de fonctionnement qui provoque une déviation par rapport au plus grand nombre en termes de manière de penser, de gestion émotionnelle et de comportement. Dans le trouble de personnalité paranoïaque, il s'agit d'un mode général de méfiance et de suspicion vis-à-vis des autres, d'une tendance à la grande rancune, à considérer que son avis est bien meilleur que celui des autres. Il peut exister du mépris et du dénigrement dans les relations. Là, il a des perceptions d'attaque contre soi-même qui sont souvent perçues que par l'individu lui-même et qui peuvent provoquer des réactions de colère et des contre-attaques. Et il y a de manière récurrente des soupçons concernant la fidélité de son partenaire.
On a là une description qui est très évocatrice du fonctionnement de Michael Philetas, pour lequel, sans surprise, l'expertise avait conclu à l'existence d'un trouble de personnalité paranoïaque. Dans toute radicalité, on peut apercevoir une dimension paranoïaque. En effet, la radicalité commence quand survient une polarisation du monde, c'est-à-dire une perception d'organisation du monde entre ceux qui sont avec nous et ceux qui sont contre nous. La radicalité, ça comprend le refus de l'altérité et d'un mode de pensée ou d'existence différent, et une déshumanisation de ceux qui sont désignés comme responsables d'un déséquilibre du monde à son désavantage. Le sujet de l'idéologie occupe tous les champs de l'individu, et la sortie peut devenir trop coûteuse à envisager, c'est ce qu'on appelle l'effet concorde, et la violence peut être légitimée par l'individu et le groupe. Ça peut être pour être accepté, pour défendre une cause, sur de la haine, pour obtenir la possibilité de rester dans le groupe. Donc le discours porté dans le masculinisme est celui de la conviction d'être victime, comme on le retrouve fréquemment dans les troubles de personnalité en souffrance, et comme on le retrouve aussi fréquemment dans toute période d'adaptation à une nouvelle configuration. Car les personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité ont du mal à s'adapter par définition, mais l'humanité entière semble un petit peu en galère pour s'adapter. Si l'on considère crise de la masculinité, le discours de la crise de la masculinité, comme on l'a vu à travers le travail de Francis Dupuy-Derry, aussi de Mélanie Gourarier, qu'on regarde chaque période de remaniement sociétal, il y a toujours des protestations et un discours de crise, que ce soit l'abolition de l'esclavage, le droit des femmes à travailler, le droit de vote des femmes, le droit à la contraception, à l'avortement, le mariage pour les couples de même sexe, etc. Donc Michael Philetas explique la révélation qui était pour lui la découverte du courant Mecto. Il faut distinguer ces deux configurations. Le trouble de personnalité, c'est une vulnérabilité, c'est-à-dire une construction de la personnalité qui ne rend pas optimale la gestion des émotions, la perception de sa propre identité, son rapport aux autres. Et quand on explique cela d'un point de vue psychologique et psychiatrique, il ne s'agit pas non plus d'excuser les agissements et les comportements violents. Il s'agit de mettre en lumière que cette violence potentiellement destructrice et écrasante résulte d'un fonctionnement non optimal de l'individu. Il s'agit d'une défaillance dans sa construction. Sa violence naît de la fragilité et du déséquilibre, pas de la puissance et de la maîtrise. Et quand il y a un trouble de personnalité, il n'y a pas de revendication forcément de corpus théorique autour de l'adoption de ce mode d'existence, contrairement aux idéologies. Il s'agit d'un mode de fonctionnement involontaire et souvent non conscient. Par contre, il est certain qu'en recherche de sens et de validation, surtout dans un moment de vie vécu comme défavorable, la rencontre avec l'idéologie masculiniste peut être pour un individu avec un trouble de personnalité paranoïaque un lieu confortant. Il peut y avoir un match. Il peut s'agir aussi d'un endroit de rencontre d'une communauté émotionnelle, de partage d'une pensée commune, de soutien, dans une vision du monde absolument non remise en question et perçue comme anormale et injuste. Alors après le trouble de personnalité paranoïaque, je vous propose qu'on s'intéresse à un autre mode de fonctionnement généralisé, celui du trouble de la personnalité narcissique. Il concerne des individus qui vont mettre un sens grandiose à leur propre existence, qui ont une tendance à surestimer leurs capacités et leurs actions, et qui s'attendent à ce que leur supériorité estimée soit reconnue par tous. Pour vous aider, je vous propose d'imaginer Donald Trump. Il existe un besoin excessif d'admiration et la conviction de la légitimité à ce que leurs désirs soient automatiquement satisfaits et qu'ils puissent bénéficier de traitements de faveur. Ça a l'air pas mal quand même. Dans la dimension interpersonnelle, l'autre sert à parvenir à ses fins, à être mis en valeur, à combler ses propres besoins. Il peut s'agir par exemple d'un besoin de sécurisation, de besoin matériel, d'un besoin de prestige. Le manque d'empathie entraîne une considération moindre pour le vécu d'autrui. Le ressenti ou la souffrance de l'autre ne sont pas des informations qui font la différence. Ces informations-là ne permettent pas de limiter ou de se réfréner pour protéger autrui, pour prendre soin de l'autre ou pour simplement le considérer. Donc, tout comme dans le trouble de la personnalité paranoïaque juste avant, les individus avec ce mode de fonctionnement ne sont généralement pas ils sont pas demandeurs de soins, puisqu'ils sont plutôt axés sur la victimisation et l'attribution externe. L'attribution externe, c'est l'attribution de la responsabilité de ces problèmes ressentis au réel comme étant de la faute des autres. La conjointe est donc vue comme un objet visant à mettre en valeur l'individu en sécurité affective et domestique et servant à valider ce prisme de lecture du monde. Son départ vient donc effondrer cette réalité et laisse la personne avec ce mode de fonctionnement dans une souffrance qui n'est pas toujours en capacité de gérer, du fait de cette fragilité de construction psychologique. Il s'engage évidemment une lutte de la part de l'individu pour rétablir cet ordre du monde en essayant de reconstituer la relation. Et cette entreprise, dans un contexte de souffrance psychique, de vécu d'injustice, d'empathie altérée, peut bien évidemment se réaliser dans la violence.
via des menaces, de la violence verbale et ou physique. L'enjeu, c'est de contraindre par une violence paraissant légitime. Rappelez-vous l'histoire du contrôle coercitif, et l'idée, c'est aussi de punir l'autre de la souffrance que l'on ressent et dont on l'estime responsable, pour pouvoir refaire tourner la Terre dans le bon sens et pour ne pas disparaître soi. Alors, nombre de féminicides sont réalisés par des hommes ayant un trouble de personnalité narcissique complété ou qui en ont des éléments. De même pour le trouble de personnalité paranoïaque, et parfois, en fait, ces deux composantes peuvent s'associer. Comme André Fourquet en 1969, l'autre étant considéré comme un objet, sans empathie conséquente à déployer, d'autant plus quand il existe un vécu de préjudice et d'injustice, il s'agit de situations où un homme peut mettre fin à la vie de ses propres enfants avant de se suicider. L'objectif étant d'anéantir la partenaire ou l'ancienne partenaire en lui infligeant ce qu'on estime être la pire des souffrances, dans une tentative de remettre de la justice. Si je souffre, c'est la faute de l'autre, et si l'autre ne résout pas ce problème qu'il a créé, je suis en droit d'avoir justice en infligeant une souffrance équivalente, voire supérieure, et c'est bien normal. Donc le suicide sert à la fois de voie d'échappement aux conséquences, mais résulte aussi d'un effondrement dépressif absolument massif quand l'ordre du monde de ces personnes, de ces personnalités fragiles ne tient plus, dans un processus dont les individus concernés n'ont, dans la plus grande majorité des cas, absolument pas conscience. Donc là encore, vous pouvez percevoir l'effet d'encastrement à la manière d'un puzzle que peut offrir l'idéologie masculiniste et la rencontre de profils de fragilité ou de déséquilibre psychologique ponctuel ou permanent. Le masculinisme vient délivrer un argumentaire qui peut rationaliser, donner du sens et de la légitimité à un mode d'existence dysrégulé. Il s'agit évidemment d'un public qui peut y être particulièrement sensible, d'autant plus à un moment de fragilité dans le parcours. Alors, il y a quand même une vigilance qui doit s'opérer, c'est que ces profils récurrents venant piocher dans ces éléments de troubles de personnalité que j'ai évoqués constituent une partie, mais pas l'entièreté des profils d'auteurs de violences conjugales et de féminicides. Souvent, ils en ont quelques traits, mais pas forcément l'entièreté de la collection Pokémon des critères. Alors, après cette description qui ne vous a probablement pas laissé, je pense que vous n'êtes pas convaincu par l'expérience masculiniste, on peut se demander pourquoi certains le sont, et notamment pourquoi et comment les jeunes, et même certains très jeunes, se retrouvent dans cette histoire. Je vous propose pour cela un petit exercice immersif que peut-être certains d'entre vous, très très fans de la question de la radicalité, auront entendu lors de la journée annuelle du Cresam en Occitanie en 2004. Alors imaginez-vous que vous êtes un garçon. Alors c'est un exercice qui sera plus facile pour certains d'entre vous. Vous êtes un jeune homme, de cette jeunesse où vous sentez que maintenant, il est temps d'être un homme et qu'un homme, on le devient, une fois que les autres vous le confirment. Vous essayez de faire ce qu'il faut, la tenue, la posture, le langage, les bonnes vannes. Mais souvenez-vous, vous êtes jeune, alors vous tâtonnez. Et en plus, vous avez vos complexes, cette barbe qui ne pousse pas assez dreux, cette acné qui vous a attaqué, une silhouette qui résiste aux pompes et aux squats que vous vous évertuez à faire. Vous avez toujours été relativement sympa avec tout le monde. Parfois, on vous a un peu malmené, taquiné. Le plus souvent, on ne vous remarque pas trop. Et maintenant, vous sentez que c'est le moment pour vous de devenir un bonhomme, de faire votre entrée dans l'arène des conquêtes, parce que vous en avez le droit, parce que vous êtes prêt. Vous vous dites que c'est comme ça que vous pourrez montrer à tous l'homme que vous êtes et l'éclosion de votre potentiel que beaucoup n'ont pas su voir. Vous êtes quasiment sûr que les filles, les femmes, elles le verront, parce qu'elles ont l'œil et la sensibilité pour ça. Sauf que pour le moment, niveau rencontre, vous galérez un peu. Vous vous dites qu'il faut être plus entreprenant, que les filles préfèrent les garçons qui prennent les devants. Elles ne veulent pas passer pour des filles faciles, alors elles font semblant de ne pas vouloir. Et vous l'avez vu et entendu sur plusieurs vidéos TikTok passées dans votre algorithme. Vous vous montrez plus direct, ça ne marche pas non plus. Les filles de votre entourage vous disent qu'elles vous adorent, mais pas comme ça, comme un ami. Vous vous mettez à détester cette gentillesse qu'on vous attribue. Vous essayez d'aborder des femmes inconnues sur les applis, vous enfilez les bonnes marques, vous allez dans les bons endroits, vous offrez des verres, c'est ce qu'on fait. Et l'expert en séduction, auquel vous vous êtes abonné récemment, explique que ça aide les filles à se détendre, à baisser leur garde, à être plus dociles. Mais vous n'avez que des premiers rendez-vous, puis vous vous faites ghoster, on ne vous rappelle jamais. Quand vous abordez même des moins de 5 sur 10, parce que vous avez appris à classer les femmes sur leur physique, comme le font les influenceurs spécialistes. Ce ne sont que des regards condescendants, des réponses sèches et souvent pas de réponse du tout. Alors seul dans votre lit le soir, défile devant vos yeux le scénario catastrophe. Vous, toujours puceau, dans 20 ans, sans une femme pour vous aimer, pour vous comprendre. Tout le monde qui se moque de vous prend pour un faible, pas de respect, là où même les femmes qui vous repoussent, là où les femmes qui vous repoussent sautent 5 minutes plus tard dans les bras d'hommes plus vieux que vous trouvez profondément crétins, mais qui ont de l'argent et une situation. Cette explication vous paraît totalement évidente.
Vous traînez sur les commentaires de vidéos, certains attirent votre attention et vous tombez sur cette bande de gars qui vivent la même chose que vous, sauf que eux, ils ont compris, ils savent des trucs. Ils vous disent que ce n'est pas vous le problème et vous soufflez devant votre ordinateur parce que c'est la première fois qu'on vous le dit et que vous arrivez à en parler à quelqu'un. Ce gars vous dit que le problème, ce sont ces, on va censurer, ces bip de féministes et leurs idées de tarés qui sont partout. Que maintenant, être un vrai homme, viril, avec des valeurs, des besoins, c'est prendre le risque de perdre son boulot ou d'aller en tôle. Il vous explique que l'objectif, c'est de faire disparaître les vrais hommes, qu'il n'y ait que de cucks, des hommes asservis aux idées féministes et aux femmes, que la propagande fonctionne, que la violence conjugale des femmes sur les hommes, personne n'en parle. Tout comme le suicide des jeunes hommes comme vous que ce monde met à terre, l'échec scolaire des garçons, les pères, que la justice des femmes par les femmes sépare de leurs enfants, que l'accès à l'égalité est une connerie, que les féministes utilisent pour prendre le pouvoir et qu'elles ont réussi, alors qu'il y a toutes ces études qui montrent que les hommes ont des besoins naturels, qu'ils sont constitués pour diriger, avoir des rapports sexuels fréquents, défendre leur famille et la société, et que les femmes sont faites pour le couple, pour répondre aux besoins de leur conjoint, qu'elles ont les fonctions cognitives et le bagage biologique pour s'occuper des enfants et de l'intendance. Votre nouvel ami se présentera comme un incel, un célibataire involontaire. Il plaisantera quelquefois sur le fait que si c'est ça être un mascu, alors c'est bien qui il est. Vous faites des recherches sur Internet, vous tombez sur des articles peu flatteurs, sur des massacres de masse aux États-Unis, au Canada. Et en même temps, vous pouvez comprendre que ça rende fou toute cette injustice. Et puis les médias disent n'importe quoi et ça, c'est pas nouveau. Vous vous dites que la propagande féminazie est partout. Vous avez trouvé un groupe qui vous comprend, qui a besoin de vous, qui vous soutient et qui vous explique que rien n'est de votre faute, que c'est un complot, une entreprise d'éradication des hommes tels qu'ils devraient l'être. Au début, certains propos vous choquaient. Le retour aux besoins fondamentaux de l'homme, le mariage forcé, l'interdiction de l'homosexualité, l'autorisation du viol dans certaines conditions. Mais finalement, tout ceci vous semble scientifique et justifié. Votre nouvel ami vous a dit que bientôt, il vous parlera de comment les féministes participent au grand remplacement et vous mettra en relation avec des gars comme vous, prêts à agir pour changer les choses. Félicitations, votre cœur ne se sent plus seul. Vous avez trouvé un sentiment d'appartenance et de solidarité et un rôle à jouer. Vous avez trouvé votre communauté émotionnelle. Cependant, je dois vous annoncer que vos idées se sont radicalisées. Votre vision du monde s'est polarisée. Il y a ceux avec vous et les autres contre vous. Vous avez perdu la capacité d'accepter que d'autres pensent différemment et ne positionner l'origine de vos problèmes et vos souffrances qu'à l'intérieur de vos ennemis désignés. Maintenant, bien intégré à cette idéologie masculiniste et prêt à tout pour vos frères, vous gravissez peu à peu les marches vers la violence. Alors je parle du grand remplacement dans cet extrait, car il existe ce que Christine Barr a nommé l'intersectionnalité des haines, c'est-à-dire que plusieurs idéologies radicales violentes peuvent se recouper. Le masculinisme avec le racisme ou l'antisémitisme, par exemple, dans des mouvements d'ultra-droite, et puis émergent aussi de nouveaux profils. On a des partenaires de terrain qui nous interpellent de plus en plus pour des profils qui, à première vue, ressemblent à des patchworks un peu bancals. Des jeunes suivis pour des tentatives de départ en Syrie, par exemple, donc a priori islam radical, et qui se mettent à énoncer des discours de soutien à Jordan Bardella. Alors à première vue, ça a l'air de bugger un peu cette histoire. Mais le point commun, et on n'est pas là pour rien, c'est toute l'idéologie viriliste de l'homme puissant, le chef de guerre, le chef de famille traditionnel. Un autre facteur explicatif, c'est celui de la communauté émotionnelle, évoqué plus haut. La communauté émotionnelle, c'est un concept de Barbara Rosenwein, historienne spécialiste de l'histoire des émotions. Il s'agit d'un lieu qui est en fait un groupe de gens auprès de qui un individu trouve un sentiment d'appartenance, un groupe qu'il accepte et qui devient le sien. Il peut ainsi rompre avec son sentiment de solitude, d'isolement, de rejet, ne plus se sentir incompris, inutile, impuissant, humilié. Il s'agit d'un endroit où des individus potentiellement déclassés, par exemple quand c'est difficile de s'intégrer au collège, au lycée, dans un parcours d'études supérieures, de formation professionnelle, de s'inscrire dans une famille stable, d'avoir un emploi, d'occuper un groupe social que l'on voudrait occuper. Donc des individus déclassés ou soumis à un risque de déclassement peuvent se sentir attendus dans cette communauté émotionnelle. Il peut aussi s'agir d'un moyen de nourrir ses besoins psychologiques dérégulés, parce qu'on a un trouble de personnalité, parce qu'on a une fragilité de construction, parce qu'on a fait l'objet de carences majeures, parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures dans le parcours, etc. Donc ces besoins en question peuvent être la soif de reconnaissance, de protection, de validation, et j'en passe. Et on ne parle pas forcément de personnes très déstructurées, cela peut concerner quasiment chacun, selon de quel bois on se construit, les trajectoires que l'on traverse et les opportunités de rebondir ou non. D'autant plus si on est jeune,
et en errance dans la construction de son identité. Une communauté émotionnelle, ça peut permettre de retrouver du sens, une identité, un rôle, une sécurité, un moyen de partager ses valeurs et les incarner. Quand la communauté émotionnelle repose sur une idéologie comme le masculinisme, l'attrait peut résider dans cette colonne vertébrale intellectuelle, celle de l'affirmation de la force physique, d'une place et d'un rôle en supériorité, d'une forme de respect se jouant dans le rapport de domination. Il y a l'attrait de la théorie, mais aussi de la nouvelle posture qui pourrait être acquise et de ses avantages. Mais très souvent, cette partie intellectuelle peut être secondaire, voire très secondaire, car ce qui crée l'adhésion, c'est d'abord le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est un truc que l'Église évangélique Hillsong, répertoriée en France par la Miviludes comme un groupe sectaire, a très bien résumé par You belong before you believe. Vous appartenez avant de croire. Il recrute ainsi de nouveaux fidèles en les faisant inviter par des amis à des apéros, des soirées, des concerts. J'ai des banderoles de bienvenue, les gens sont sympas, ils sont aux petits soins, ils vous parlent. On vous propose sans cesse de nouvelles activités de groupe, l'ambiance est bonne. Et on se sent participer à une émulation collective où la religion n'est pas centrale en premier lieu. Elle s'invite petit à petit, tout comme la transformation des invitations en exigences et la gratuité et la générosité qui deviennent tout d'un coup une attente que vous puissiez verser le tiers de votre salaire comme tout le monde. Et ça, les individus finissent par l'accepter, ils acceptent ces annexes et ces contraintes pour pouvoir conserver en fait ce lien social et ce groupe social. Bon, c'est là que je vous dis des choses un peu déstabilisantes, qu'une communauté émotionnelle qui peut exister même autour d'une radicalité violente, peut être positive et apaisante à l'échelle d'un individu. Elle peut lui permettre de retrouver du sens, du lien, de s'attribuer de la valeur, de se sentir avoir une place et un but. Si l'on en revient à la définition, la radicalité peut être la pratique extrêmement intensive d'un sport, par exemple, ou l'engagement de cette manière dans une filière d'études ou un mode d'investissement de sa parentalité. Alors, est-ce que je suis en train de vous expliquer qu'être masculiniste, c'est super? On est enregistré en plus. Dans un monde où il s'agit de sortir d'une logique sexiste et de rapports de domination, non. En termes de radicalité, une barrière opérante, c'est celle de la violence. Et il se trouve que dans l'idéologie masculiniste, rapidement, la légitimation de la violence et l'encouragement à la violence apparaissent, que cette violence soit psychologique, verbale ou physique. Nous parlons de paroles et comportements misogynes et stigmatisants, de violences verbales, de harcèlement à la ville ou sur Internet, d'agressions physiques, de violences sexuelles, de culture de viol, de culture du viol, d'homicide. Par ailleurs, il s'agit d'un modèle de pensée qui veut inscrire/maintenir un ordre du monde hiérarchisé en défaveur d'une catégorie sociale, ce qui nuit aux valeurs d'égalité et d'équité. Bon, tout ça pour dire que la psychiatrie et la psychologie ont leur place dans la lutte contre le masculinisme, et cette place est la même que d'habitude. Accompagner les personnes atteintes de maladies psychiatriques pour éteindre les symptômes pouvant prendre l'apparence de paroles et d'agir masculinistes. Accompagner les individus en souffrance dans leur trajectoire de vie pour participer à soulager celle-ci, éviter les décompensations et le recours aux agirs violents et retrouver de l'équilibre. Elle doit occuper sa place et le faire au milieu de tous les autres. En prévention primaire, mais pas que, il s'agit pour tout à chacun d'avoir accès à une vie dans une société où l'on se sent avoir une place, où la différence ne menace pas, où on ne donne pas le sentiment d'être privé de quelque chose, avec les enjeux du vivre ensemble, de la santé mentale, de la bonne santé des institutions, des espaces de rencontre, d'éducation, de débat, l'accès à la culture, la lutte contre la précarité, etc. L'idée étant que chacun puisse se sentir aimé, en sécurité, accepté, avoir une place, un but, de la compétence, une identité, de l'estime pour soi, bref, du courage pour maintenant et pour le futur. Alors, il y a l'enjeu d'accompagner sur le plan psychothérapique les personnes en souffrance, quelles qu'en soient les raisons. Les personnes ayant des fragilités individuelles, des troubles de personnalité, des traumatismes. Il y a certains individus qui peuvent se tourner vers des idéologies revendiquant une virilité stéréotypée suite à une ou des agressions, par exemple, et face au profond sentiment d'insécurité né chez eux. Et que ça peut être aussi une manifestation post-traumatique. C'est l'histoire que raconte l'influenceur Thibaut InShape, bien qu'il refuse, enfin, il réfute son appartenance au masculinisme avec une communication plus ou moins ambiguë sur le sujet, mais je laisserai d'autres qui ont analysé ça beaucoup mieux que moi. Prendre en charge les addictions, c'est aussi un élément majeur. On sait scientifiquement que l'usage de substances facilite les passages à l'acte, et les passages à l'acte violents chez tout le monde. Malade, pas malade, fragile, pas fragile, chez vous, chez moi.
De plus, les consommations peuvent être en lien avec une souffrance psychique et les consommations en fait peuvent servir à essayer de soulager cette souffrance. La question de l'impasse biographique est aussi à explorer. On sait que chez beaucoup de sujets ayant commis un passage à l'acte, le contexte était celui d'une situation où les taux se resserraient, de manière perçue ou d'une manière qu'on pouvait objectiver. Par exemple, chez les jeunes, avec les particularités de l'adolescence dans l'investissement du groupe social et la charge émotionnelle, cela peut être une situation de harcèlement, une situation d'humiliation, identifiée comme irréparable, déclassante. Chez les adultes, fréquemment, il s'agit d'une... Cette histoire d'humiliation, de risque de déclassement, c'est l'histoire de la série Netflix Adolescence, hein. Euh, je ne l'ai pas dit depuis le début, j'ai fait cette performance de vous parler depuis 34 minutes sans citer adolescence. Bon, bah voilà, maintenant c'est fait. Chez les adultes, fréquemment, il s'agit d'une séparation, d'un licenciement acté ou à venir, le risque de la perte du logement, de l'effondrement financier, de la réputation, etc. Je ne vous reparle pas de Jean-Claude Roman ou de Xavier Dupont de Ligonnès, que vous ne connaissez trop bien et qui illustre bien cette dimension d'impasse biographique. Alors, le CRESAM Occitanie travaille avec les professionnels de terrain au contact de publics déjà fragilisés, par exemple des intervenants PJJ, de l'ASE, de la psychiatrie, du médico-social, du monde pénitentiaire, etc. Et donc, c'est des professionnels qui travaillent avec ces individus pour lesquels il existe une suspicion de radicalité, en plus de l'accompagnement qu'ils faisaient pour d'autres raisons. Le système scolaire aussi se retrouve, bien entendu, très concerné par cette problématique. Grâce au travail et à l'analyse de nos partenaires, que nous enrichissons avec notre socle théorique, on a pu essayer de repérer ensemble des choses qui pourraient aider à avancer sur la question. Alors, tous nos partenaires repèrent l'importance majeure du lien à l'autre. Sur les études sur le sujet, et notamment une qu'on a menée nous-mêmes au sein du CRESAM, c'était une étude qui s'intéressait à la trajectoire de jeunes qualifiés comme en état de situation complexe, des jeunes pour lesquels en fait toutes les institutions n'avaient plus aucune solution et pour lesquels étaient réalisées des synthèses pluridisciplinaires pour essayer de trouver une manière de les accompagner encore. Et donc, au sein de cette étude, on a vu que lorsqu'il y avait quelque chose qui s'apaisait, qui se sécurisait, c'était toujours sur des moments où ces jeunes avaient pu créer un ou plusieurs liens sécurisants pérennes. Donc, la question du lien est absolument majeure. On repère que les professionnels avec qui on travaille ont une vigilance particulière sur les facteurs d'inquiétude. Euh, Or, des formations professionnelles obligent, les sujets d'intérêt et d'investissement des individus sont moins recherchés et moins visibles alors qu'ils sont tout aussi essentiels. En tant que professionnel, on a le réflexe de nous focaliser sur le rouge, ce qui inquiète et ce qui est à éteindre. Donc ici en termes de radicalité en l'occurrence, et de ne pas voir le vert, ce qui peut être un levier d'accomplissement. Par exemple, une jeune qui incite à la haine et à la violence sur les femmes, mais qui aime jouer au foot ou écrire du rap. On voit qu'il y a des fils à tirer dans cette histoire. Et ça, il s'agit d'un des enjeux des travaux du CRESAM Occitanie aujourd'hui, où on essaye de construire un outil à destination des professionnels pour les aider à prendre conscience de leur rigueur dans l'analyse des trajectoires, des bifurcations et des configurations de vie, et aussi de les soutenir dans l'évaluation des facteurs alertants, mais aussi dans les facteurs protecteurs et les domaines de compétences et de puissance sur lesquels il serait possible de s'appuyer et de travailler. Tout ça visant bien sûr à l'apaisement du sujet et à une sortie de la radicalité. Il y a aussi des zones à occuper qui doivent être des sujets. La question des réseaux sociaux et du numérique en général est centrale. Le contenu masculiniste est accessible, ciblé, sans modération ou contre-argumentaire. Mais il y aura une prochaine intervention du coup du réseau Virage avec Pauline Ferrari et Virginie Lecor qui sera justement, il me semble, sur les modes de communication des réseaux masculinistes. Ne pas accompagner les jeunes dans cet espace, ne pas leur donner de l'information, des repères, ce serait comme laisser son enfant déambuler tout seul dans la rue, sans accompagnement, ni guidage, ni repère. Il s'agit de la question de la nécessité pour les adultes d'accompagner la vie numérique des enfants, tout en leur laissant suffisamment de place, d'intimité et d'autonomie. Alors c'est une consigne qui peut paraître être un vœu pieux, tant tout ça semble compliqué. Il y a des initiatives qui existent déjà, comme les promeneurs du net, qui sont des professionnels qui occupent cet espace pour éviter que leur accompagnement éducatif ne s'interrompe complètement aux portes du numérique. Cela leur permet aussi de créer du dialogue dans la vraie vie sur des choses et des situations remarquées sur Internet. Je parlais juste avant du signal rouge et vert. L'espace du numérique est volontiers diabolisé et colorisé en rouge vif, d'autant plus du fait de l'écart générationnel des parents qui se sentent souvent désarmés. Or, le numérique, c'est aussi du vert.
C'est potentiellement un lien de communauté émotionnelle et un lien de sociabilité quasi systématique pour les jeunes. Ça peut être un lieu d'accomplissement, d'enrichissement, mais qui nécessite d'y accompagner les enfants et les adolescents dans une manière qu'il faut poursuivre de construire. Les discours et pensées masculinistes reviennent sans cesse aussi loin qu'on s'en souvienne. Aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur cette question semblent repérer une acutisation de la prise de terrain et de l'émergence de la violence, probablement aussi en lien avec les avancées de l'impact sociétal du féminisme et de l'accès facilité et sans filtre à des publics de plus en plus jeunes. Dans les préconisations, certaines impliquent le vivre ensemble et le fonctionnement institutionnel, cette question du lien à l'autre, de la santé mentale, de la bonne santé des institutions, des besoins fondamentaux des humains est primordial. Les professionnels de terrain l'ont repéré et ne se trompent pas. Ils ne se trompent pas non plus en constatant l'insuffisance de moyens par rapport à la tâche et la tâche qui grandit. Et on vient de le dire. Il y a donc la question des gens qui ont des choses à faire, qui doivent apprendre, qui se forment, qui assistent à des webinaires, coucou, qui font leur métier, qui déploient des capacités d'adaptation pour le poursuivre en conditions dégradées. Et il y a la question des moyens alloués aux gens et aux institutions dont ils dépendent pour exercer leur profession et que les faits attendus se réalisent au niveau individuel, au niveau systémique et à terme au niveau sociétal. Parce que fragiliser la fragilité, c'est plus de risque de radicalité. Merci beaucoup, docteur Bilot, pour la richesse de votre propos. Merci beaucoup, effectivement, pour votre ponctualité également. Propos riche, vous abordez, vous retracez pas mal de choses. Je regarde un petit peu dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Si quelqu'un veut aussi prendre la parole pour une question, j'ai vu rapidement dans le chat quelqu'un citer Rose Lamy, qui est une autrice militante féministe qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ascendant Beauf. Je pense que ça a été une petite réaction peut-être à un moment donné où vous parlez d'un certain Donald. Je pense que c'est Euh, aussi, elle est citée sur la question de l'angle mort des violences conjugales, du fait que c'est, elle parle notamment du fait qu'il y a peut-être un lien à faire entre l'idéologie masculiniste et les violences conjugales. que ce soit sur leur ancienne forme ou leur forme contemporaine, le contenu du délire est-il seulement un habit, une apparence, ou trouvez-vous des significations ou des correspondances avec des contenus psychiques particuliers dans ce choix, entre guillemets, chez certaines personnes? Alors, comme je disais, on n'est pas fou n'importe comment, on l'est aussi fou d'une manière qui peut permettre d'être repéré comme fou dans une société. On l'est aussi pas n'importe comment par rapport à qui on est. Donc, chez des gens qui auront intégré une idéologie masculiniste, pas forcément, hein, parce qu'ils sont radicalisés. Ça peut être des choses éducatives, ça peut être des infusions de choses de la société dans des moments de désinhibition en lien avec de la pathologie, évidemment que ça peut s'exacerber, ressortir plus, ou s'exprimer comme ça s'exprime habituellement. Et c'est pour ça que j'explique que de faire un petit peu l'état clinique avant-après le traitement de la décompensation, ça peut être intéressant parce que quand ça appartient vraiment à la structure de l'individu, bon, bah, généralement, même après la décompensation, ce sont des choses qui restent et qui peuvent se travailler aussi au fil de l'eau sur l'accompagnement en psychothérapie, mais du coup qui sort du cadre de la pathologie. Là, on est vraiment dans le rapport à la virilité, à la masculinité du tout à chacun, hein. Et il y a effectivement certains patients, souvent des hommes, et quand je dis souvent des hommes, et que j'essaye de réfléchir dans mon expérience, si j'ai déjà eu des femmes dans ce cas de figure, je n'en trouve pas, mais qui, dans des moments de décompensation et dans de la toute-puissance pathologique, dans une non-perception des limites et du danger qu'il peut y avoir autour d'eux, qui vont se transformer en espèce de Hulk mascutoxique, voilà, avoir des propos haineux, dégradants vis-à-vis de personnes qui vont identifier comme femmes, comme homosexuelles, comme sortant d'une norme masculine un petit peu stéréotypée, hein, et où quand la décompensation va se tasser, ben, en fait, tout ça va rapetisser, voire disparaître. Mhm, mhm. Ah, que cette vision-là très dominante, en fait, finalement, vous parliez du trouble narcissique, euh, ouais, l'imposition, en fait, de sa force au rapport à l'autre, hein. Peut-être, je vais le dire autrement, sur le rapport psychanalytique, euh, la domination du désir de l'autre, hein, par mon propre désir.
Je vois qu'il y a encore... tout. A-t-on des chiffres des auteurs de violences qui demandent spontanément des soins psy et sur ceux qui ont des obligations et qui adhèrent et ne récidivent pas? Est-ce que vous avez des chiffres de votre côté? Alors non, moi j'ai pas en tête des chiffres et je ne sais pas s'il en existe ou pas sur des requéreurs de soins dans une situation de violence conjugale et qui ne soient pas contraints, en tout cas pas contraints par la justice, à la louche, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est mon expérience à moi et celle de mes collègues. Il y a quand même quelques auteurs de violence qui viennent consulter, qui le disent rarement comme ça, qui vont Mhm. venir en disant je viens parce que ma famille ou ma compagne m'ont dit de venir. Et que je sens que là, si je fais rien, en fait, c'est l'impasse biographique qu'on n'y est pas encore, mais quand on la voit apparaître. Et donc, il y a quand même de plus en plus ça. Donc, des publics plutôt atypiques de la thérapie qui viennent et avec qui il est possible de travailler des choses. Mais ça reste, quand on est dans la dimension de la violence conjugale, ça reste bien minoritaire par rapport à ceux qui consultent parce qu'ils sont obligés par la justice de venir. Mais la dimension de la contrainte, on pourrait croire, en plus c'est un truc qu'on fait beaucoup vivre en psychologie, en psychiatrie, de dire en fait on ne contraint pas les gens à se soigner et à repenser les choses quand ils n'ont pas envie de le faire. Eh ben, il y a des choses que je pouvais penser très fort, hein, et on se rend compte que pas forcément. Et encore une fois, ce qui fait la différence, ben, c'est la rencontre. Quand on arrive à construire un lien avec la personne, à créer un espace où la personne ne se sent pas jugée et où elle a l'impression qu'elle peut déposer des choses de manière sécurisante, et ben, en fait, on peut se retrouver à travailler des choses un petit peu deep avec des auteurs de violence qui n'étaient pas demandeurs, qui ont vécu d'injustice sur la mesure, mais finalement, on arrive à travailler des choses. Là, quand vous dites ça, ça me re-questionne sur la communauté émotionnelle qu'on crée finalement par ce biais-là aussi, ou qu'on peut encourager peut-être par ce biais-là, en s'appuyant, ben, vous l'avez dit, sur des facteurs peut-être de protection, des leviers d'accomplissement, en fait, des choses qui sont aussi positives, parce qu'il n'y a pas non plus que des facteurs de vulnérabilité, même s'ils ne sont pas tout à fait en regard les uns des autres. Tout à fait. Dans l'unité où je travaille, là, l'unité d'hospitalisation psychiatrique pour des personnes incarcérées, on a réussi à monter et à financer, alors quand je dis on, mes collègues, je suis très fière d'eux, mais je ne peux pas m'attribuer ce mérite, un atelier rap. euh, Parce qu'il y avait, en fait, au départ, c'était un atelier d'écoute musicale très artisanal. En fait, on va mettre YouTube avec deux, trois patients et un infirmier, et puis voilà, on va écouter de la musique, et puis on sait ce que ça vient réveiller émotionnellement. Et puis le pare-feu de l'hôpital est passé par là sur la lutte contre le piratage, etc. Et du coup, il n'y a plus accès à YouTube. Et en fait, dans le service où je travaille, comme c'est un milieu pénitentiaire, les soignants n'ont pas accès au téléphone. Donc, on s'est retrouvés démunis en fait à ne plus pouvoir proposer ce média-là à nos patients. Et donc, il y a une réflexion qui s'est montée et on a pu construire un projet et donc construire un atelier où les patients écrivaient des textes et ensuite pouvaient les performer devant les autres. Et en fait, maintenant, on a un studio d'enregistrement dans l'unité, voilà, où chaque patient peut venir écrire son texte, l'enregistrer, le faire avec les autres, le performer, etc. Et avec, vous me croirez ou pas, un vrai impact clinique sur les patients, à la fois des gens avec des pathologies psychotiques graves, de la schizophrénie qu'on a du mal à recompenser, ou alors du trouble de personnalité, ou quelqu'un d'un peu fragile, mais pas plus que ça, qui traverse des choses compliquées, qui s'effondre sur le plan de l'humeur. Et ben on remarque qu'à travers cet atelier-là, il se passe quelque chose qui aide en fait les gens à reprendre confiance en eux, à s'inscrire dans le groupe, à montrer quelque chose d'autre. Parce que quand on écrit un texte, on n'écrit pas un texte sur la météo, c'est jamais ça qu'il se passe. Donc du coup, qui à la fois vont piocher des choses en eux, choisir ce qu'ils vont dire ou pas et comment ils vont le dire, qui vont le présenter aux autres, qui vont commenter, etc. Et que ça, en fait, ça met vraiment les patients en valeur et que ça a vraiment un impact sur leur évolution clinique. Mhm. Les rendre agents. Tout à fait. Parce que quand ils performent, c'est eux, hein. C'est eux tout seuls devant tout le monde. Il y a une question d'Hélas qui demande comment vous expliqueriez le processus qui peut emmener un individu ayant intégré une idéologie masculiniste de passer de la violence en ligne à la violence dans la réalité. Il poursuit. De plus, vous avez beaucoup parlé de passage à l'acte sous forme de féminicide ou d'agression. Pensez-vous que
que le proxénétisme, couplé à certains discours, pourrait être aussi une forme de passage à l'acte, issue de cette même idéologie. Alors, il faudra me rappeler la deuxième question parce que je suis sûre de l'oublier après la réponse à la première. Euh, on a assez peu de données sur le profil des auteurs de violences en ligne parce qu'on a un peu du mal à les débusquer. De plus en plus quand même, ils sont poursuivis en justice, ils sont retrouvés, ils sont jugés, mais on n'a quand même pas assez de recul. En tout cas, moi, je n'ai pas assez de connaissances sur la question pour pouvoir faire un lien direct. Euh, Sur le petit échantillon qu'on a, on voit que quand même, c'est pas les mêmes dynamiques que les gens qui sont derrière leur ordinateur. En fait, ils ne s'exposent pas, ils ont l'impression de ne pas s'exposer à un danger. La question du numérique et de ne pas avoir une personne matérielle, physique en face, on voit que quand même, ça limite beaucoup de freins. Et que ces individus-là, généralement ceux qui sont condamnés, ils n'ont pas d'antécédents de violence physique condamnés dans leur dossier. Donc on n'est pas sur quelqu'un en fait qui a l'air d'exercer de la violence sur toutes les modalités de violence. On a l'impression qu'il y a quelque chose, quand c'est sur le numérique, qui s'inscrit plutôt là. Après, j'essaye de réfléchir sur des gens qui seraient passés à l'acte et qui exerçaient de la violence sur le numérique. J'en ai pas en tête là-dessus. Donc je ne sais pas quel lien on peut faire entre les deux. Est-ce que des évolutions existent de je fais du harcèlement en ligne et ensuite j'exerce de la violence physique dans la réalité? Je ne sais pas quel lien on peut faire entre les deux. Je ne connais pas assez bien le profil des harceleurs en ligne. La suite de la question, c'était sur la question du proxénétisme. Est-ce que ce serait une autre forme de passage à l'acte qui pourrait aussi être liée à du masculinisme, puisque vous parliez tout à l'heure peut-être sur la vision de la femme en tant qu'objet, ouais, objet de jouissance finalement de l'homme. C'est une question extrêmement intéressante qui émane beaucoup de réflexions. Dans le proxénétisme, il y a évidemment la question du rapport de domination et du rapport de domination genré. Euh, Je pense que ça rejoint la question des troubles de personnalité, qu'on n'est pas forcément sur une idéologie revendiquée, parce que quand vous écrivez le discours des gens qui se sont retrouvés proxénètes et qui le reconnaissent, parce qu'il y a aussi beaucoup, c'est comme dans les violences conjugales, il y a beaucoup de condamnés, et parmi les condamnés, il y a beaucoup qui se racontent comme étant innocents. Donc la plupart se présentent comme aidants des femmes, et non pas violentant des femmes. C'est moi, je suis là pour les protéger, je suis là pour la soutenir. Souvent, il y a en plus cette ambiguïté du lien affectif, parce que c'est la question de l'emprise aussi. Donc, j'aime cette personne et je suis là pour elle. Euh, mais il n'empêche que dans la réalité, effectivement, il y a énormément de violences exercées. Euh, mais l'idéologie revendiquée comme telle l'est rarement de manière très objective. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'idéologie masculiniste infusée, intégrée, parmi les gens qui sont dans des situations de proxénétisme, évidemment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Je vais encore en citer une et puis on va peut-être passer à la suite. Alors je suis désolé pour les personnes que je vais frustrer, mais je nous frustre également puisqu'on est tenu par le temps. Euh, il y a la question comment accompagner les patients qui sont dans des discours masculinistes quand le thérapeute est une femme, par exemple. Ça, c'est une question qui peut être posée. Ou alors justement, comment aussi accompagner ben, ces personnes-là, même quand on n'est pas une femme, Mm. parce qu'on n'est pas forcément non plus adhérent de ce discours-là. C'est pas forcément notre représentation. C'est une super question, ça. Je vais vous répondre en parlant de moi, parce que j'aime beaucoup faire ça. Euh, Dans l'unité où je travaille, à un moment donné, j'y suis psychiatre, à un moment donné, j'étais aussi la référente de l'unité, ce qui du coup m'amenait dans certains moments quand il y avait des patients qui respectaient pas un règlement collectif, par exemple, qui dégradait un peu le matériel ou qui était un peu dans une dynamique comme ça, où c'est pas tant de l'ordre du problème de santé, mais plutôt de l'ordre du vivre ensemble et qu'il faut faire un peu la directrice de l'école. Voilà, je me retrouvais un peu dans ces trucs-là où généralement on met en scène, parce qu'on reste continue à faire notre métier quoi qu'il arrive, hein. Donc on en parlait en équipe et généralement on mettait en scène quelque chose, donc le médecin référent de l'unité, la cadre de l'unité, quelques soignants pour venir rappeler les règles et puis pour voilà, essayer de dire à la personne, en fait, est-ce qu'on peut continuer dans de bonnes conditions tous ensemble? Euh, donc à la fois médecin, femme, racisé, ce qui n'est pas anodin parce qu'on a vu l'intersectionnalité des haines.
qui pouvaient se retrouver un peu à taper un peu avec la règle sur le bureau, dire pop, 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 vous m'arrêtez ces sornettes tout de suite. Eh bien, figurez-vous que je n'ai jamais été confrontée durant mes années d'exercice à la moindre réaction directe ou indirecte à ma connaissance de propos de haine, misogyne, de tentative d'exercer un rapport de domination par rapport à moi qui soit vraiment quelque chose de ciblé. Euh, Pourtant, avec des publics qui parfois, des auteurs de féminicide, des auteurs de violences conjugales, des gens clairement avec une représentation très masculiniste du monde, mais jamais, à ma connaissance, ça m'est arrivé. Et pourquoi? Parce que je travaille pas mieux que les autres, et que c'est pareil, enfin je parle de moi, mais c'est pareil en fait pour mes collègues. Il y a une majorité féminine de professionnels dans l'unité, et c'est pareil pour tout le monde. Et la clé, je pense, de ça, encore une fois, en fait, la clé, c'est cette histoire de lien. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver face à des patients qui vous expliquent que les femmes, bouchez-vous les oreilles, mais que les femmes sont des connasses, qu'il y a un problème avec cette population française. En fait, les gens qui ne sont pas blancs, ils ne devraient pas être là, et qui vous le disent tranquillement à vous, mais qui ne vous voient pas en tant que tel, parce que vous n'êtes pas cette personne à vous représenter le professionnel, vous représentez cette personne qui les accompagne, et du coup, vous êtes sorti du fait de l'existence de ce lien-là, de ces propos-là. Donc c'est à la fois un peu rassurant et à la fois un peu effrayant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de programme de propos, là, comme si le cerveau était programmé pour rester avec ces propos-là en tête, mais qu'à l'épreuve de la réalité, en fait, ça ne se confirme pas toujours, puisqu'on peut dire ça face à quelqu'un qui manifestement pourrait se sentir visé par ces propos-là. Donc encore une fois, quand il y a cette histoire du lien, en fait, ça permet quand même de protéger ça. Mais quand ça arrive, et si ça arrive, c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça permet de travailler ça en fait en direct et aussi dans la relation, de qu'est-ce qui se passe pour que vous vous sentiez insécurisé en fait au point de venir nous amener ce type de propos. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour ramener un espace de parole qui soit un petit peu plus agréable et praticable pour tout le monde. Mhm. Il y a encore des choses qui s'inscrivent là, mais effectivement, je pense qu'on va essayer de passer à la suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'espace thérapeutique, hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut entendre peut-être les propos des personnes qui viennent nous parler ou nous adresser leur silence des fois? Et puis comment on travaille avec ça? Encore merci beaucoup, docteur Bilot. Pour la suite, on a le docteur Efez. Il me semble qu'il est connecté. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, docteur Efez. Je vous ai présenté un petit peu tout à l'heure. Je vais vous laisser la parole pour la suite après le propos d'Aziga Bilot. Et puis, on aura un petit temps de questions après. Ok, bon, j'aimerais réagir au remarquable exposé que je viens d'entendre. Et vous avez fait un panorama qui me paraît tellement complet et érudit de la situation que je ne sais pas si je pourrais y ajouter grand-chose. Je pense pas à votre expérience par rapport à ce public masculiniste. J'en ai un petit peu. Je dirais que moi, mes travaux jusque-là, donc moi je suis psychiatre et je suis thérapeute familial avant tout dans le service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière depuis très très longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur les mutations de la famille et sur les mutations de l'adolescence dans ces mutations de la famille au sein des mutations de la société dans laquelle nous sommes. Et j'ai écrit quelques ouvrages sur la question du genre et sur la question des transformations de rapports de genre dans la société. Donc peut-être justement pour pas être redondant avec tout ce que vous venez de nous exposer, j'aimerais repartir un peu du background sur lequel on est sur lequel nous sommes culturellement et qui concerne justement la fabrication du genre. La fabrication du genre dans nos sociétés et comment elle laisse voir un peu en filigrane ce qu'était la fabrication du genre dans nos sociétés quand c'était des sociétés traditionnelles et ce que ça continue à être dans la plupart des sociétés traditionnelles aujourd'hui où il y a comme un véritable écart
entre les sociétés démocratiques, entre guillemets, et les sociétés traditionnelles, entre guillemets aussi. Mais enfin, on voit bien comment il y a des visions qui s'affrontent et qui s'affrontent très fortement. Euh, une autre réaction, disons, à tout ce que vous venez de dire et qui me semble important, c'est la notion de continuum. C'est-à-dire que ce soit sur le plan des personnalités, je ne pense pas qu'on puisse dégager une personnalité masculiniste ou viriliste, ni même une personnalité radicale. Je crois qu'il y a des parcours, et ça vous l'avez très bien dit, et que il y a le passage de la personnalité à la pathologie psychiatrique pour tout, surtout ce qui concerne la paranoïa est extrêmement complexe. C'est-à-dire que, il n'y a pas des paranoïaques et des gens normaux. Il y a, il y a évidemment des paranoïaques et qui sont des paranoïaques cliniques et qui sont subdélirants et qui méritent et qui nécessitent, disons, d'être traités avant le passage à l'acte ou d'être poursuivis s'il y a un passage à l'acte. Mais il y a, à l'heure actuelle, me semble-t-il, beaucoup de fragilité et beaucoup de fragilité adolescente et beaucoup de fragilité qui fait le lit de dérives paranoïaques. Et que ces dérives paranoïaques, elles se font dans le lien, elles se font dans le groupe et elles se font énormément sur les réseaux à l'heure actuelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'alerte beaucoup actuellement, c'est qu'il y a incontestablement une nouvelle forme de fragilité adolescente qui est liée au contexte dans lequel nous sommes, qui est devenu un contexte beaucoup plus inquiétant qu'il n'était à la génération précédente, ce à quoi sont exposés en termes d'angoisse les adolescents aujourd'hui qui ont traversé une première grande épidémie qui était celle du Covid, alors que jusque-là, on pouvait se voir comme épargné, disons, de ces terreurs ancestrales et de ces terreurs épidémiques ancestrales, et qui, coup sur coup, subissent les inquiétudes climatiques, les inquiétudes économiques, des guerres qui commencent à se déclarer de tous les côtés, et on commence à parler même aujourd'hui d'enrôlement des jeunes dans l'armée pour défendre notre pays. Tout ça, c'est un langage que on avait complètement oublié jusqu'ici et qui précipite les jeunes dans de l'angoisse et dans une angoisse et dans une inquiétude très importante et qui, on le voit sur toutes les études à l'heure actuelle, il y a une multiplication par deux des tentatives de suicide, des scarifications, des passages à l'acte divers et variés, des phobies scolaires, enfin bon, de toute la façon dont les jeunes manifestent leurs difficultés. Alors, vous aurez compris, Aziga vous a parlé, c'est tout à fait normal, des adultes, c'est-à-dire, je dirais qu'une fois que le processus paranoïaque de radicalisation de la masculinité s'est mis en place, moi, c'est vrai que je travaille plutôt avec des jeunes, voire des très jeunes, et ce qui m'importe, c'est dès l'âge de 14, 15, 16 ans, de commencer à voir un peu ce type de dérive et d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut intervenir au plus tôt. L'autre point qui me préoccupe beaucoup, et vous en avez parlé, c'est la question de l'empathie. C'est-à-dire que je vois disparaître de plus en plus. Et là aussi, j'ai un recul maintenant de presque 50 ans de pratique de la pédopsychiatrie. Je vois disparaître de plus en plus les capacités d'empathie des adolescents et je le sens dans la relation que j'ai avec eux. C'est-à-dire que je sens que j'ai beaucoup plus de mal à créer un lien avec eux, un lien au sens fort du terme, c'est-à-dire où je suis, comment dire, il y a un échange qui peut se faire où le jeune perçoit qui je suis, perçoit mes intentions, perçoit mes affects, de la même façon que je perçois les siens. Euh, cette atteinte de l'empathie me paraît beaucoup liée, d'une part, à bon, ce que sont l'évolution c'est-à-dire la narcissisation, disons, des personnalités aujourd'hui, c'est-à-dire que
euh, comment dire, il y a quelque chose dans la culture qui pousse au narcissisme, qui pousse à devenir soi-même, à se trouver, à se référer uniquement à des valeurs internes bien plus qu'à des valeurs externes. Bon, tout ça, il y a une narcissisation évidente des personnalités aujourd'hui, mais surtout à l'immersion de plus en plus inquiétante des jeunes dans un univers virtuel qui peut être un univers de plus en plus violent, qui est un univers où l'autre est exclu, qui est un univers où les relations elles-mêmes ne prennent plus la place et le sens qu'elles pouvaient avoir. Même si on est relié à tout un groupe de jeunes sur un écran, l'empathie n'est pas la même. C'est-à-dire que parce que les sentiments qui sont ressentis ne se transforment pas dans la relation charnelle à l'autre, dans la relation corporelle à l'autre, et donc, elles ont tendance à macérer, à rester dans un réservoir interne, disons, d'émotions, et donc à faire le lit que ces émotions se transforment plutôt en angoisse, en colère ou en violence, que en ferment relationnel dans la relation à l'autre. Alors, vous avez cité Aziga, évidemment, et c'est difficile de ne pas le citer, la série Adolescence, parce que je crois que ça a été un électrochoc mondial par rapport à cette question-là, et où effectivement, j'ai trouvé cette série très brillante parce qu'elle nous confronte à un jeune lambda aujourd'hui qui a une bonne famille, qui a des parents qui l'aiment, qui n'est pas en échec scolaire, qui n'a pas commis de passage à l'acte et qui tout à coup assassine une jeune fille de sa classe, et où l'adhésion virtuelle à un groupe incel est très vite décelée, mais où surtout, ce qui frappe le plus quand on le voit et quand on le voit dans la relation avec la psy qui essaye d'entrer en contact avec lui, c'est qu'ils ne parlent pas le même langage. C'est-à-dire ils ne sont pas animés par les mêmes perceptions et par les mêmes idiosyncrasies, et que le plus terrorisant pour cette psychothérapeute, c'est d'être confronté à quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce qu'elle lui dit quand elle dit, mais quand elle parle de honte ou quand elle parle de tristesse ou quand elle parle des effets de ce qu'il a fait sur sa propre famille ou évidemment sur la famille de la jeune fille qu'il a assassinée, c'est comme si toutes ces émotions-là étaient bloquées à l'intérieur de lui et qu'il avait créé son propre univers émotionnel très solitaire dans son rapport aux écrans. Euh, et je crois que voilà, moi, de plus en plus d'adolescents m'inquiètent par par cette difficulté à se sentir et à exister, à se développer dans un lien empathique à l'autre. Alors, je ne suis pas exactement dans la question de la radicalité masculiniste, mais il me semble il y a quelque chose là qui indique le fait que, sans doute, de plus en plus de garçons vont s'inscrire dans cette voie, c'est-à-dire vont être radicalisés le plus souvent, me semble-t-il, virtuellement. Vous me direz si je me trompe, mais enfin, il me semble que la radicalisation virtuelle occupe une place énorme par rapport aux effets de groupe. Même s'il y a des groupes d'ados masculinistes dans lesquels on va se taper du coude et se remonter les uns les autres. Le deuxième point, c'est quelques réflexions sur cette question de la construction du genre et la construction du genre masculin et du genre féminin. Donc, ça me semble important de faire quelques pas en arrière pour voir qu'est-ce que c'était que la construction de la masculinité et la construction de la virilité dans nos sociétés jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire que les valeurs masculines et les valeurs viriles étaient les valeurs les plus positives de la société. Euh, la société dans laquelle on était se fondait sur une vision transcendantale de ce qu'était la différence des sexes. Euh, la vision de l'autorité, la vision de la protection des hommes sur les femmes, la vision des hommes qui défendent
leur patrie, qui défendent leur famille, qui se construisent avec une certaine force pour pouvoir occuper cette place dans la société, étaient les valeurs les plus positives que les hommes pouvaient partager dans la société. Et elles se fondaient, comme vous le savez, bien évidemment, sur le patriarcat. Qu'est-ce que ça veut dire, le patriarcat? Le patriarcat, ça veut dire que le père de famille, dans sa cellule familiale, est le représentant du roi, qui est lui-même le représentant de Dieu. On peut résumer les choses comme ça. C'est-à-dire que le père de famille reçoit une étincelle divine via le roi de France qui lui confère cette place de roi, de Dieu le Père, à l'intérieur de sa cellule familiale. Ça n'a rien à voir avec des qualités intrinsèques, ça n'a rien à voir avec des personnalités, ça n'a rien à voir avec des valeurs internes. Ça a à voir avec cette position transcendantale des hommes dans la société. Et je pense que c'est important de, d'avoir un petit peu ça en tête, c'est-à-dire le passage extrêmement rapide auquel on a assisté d'une vision transcendantale de la virilité et de la masculinité à une vision dynamique, relationnelle, immanente au sein de la société et au sein de la famille. C'est-à-dire quelque chose qui ne vous est pas donné de l'extérieur, mais quelque chose qui se fabrique à l'intérieur de soi et qu'on fabrique dans la relation aux autres. Que nous disait cette question de l'autorité paternelle dans la société? Eh bien, ça nous disait que le rôle des pères était de représenter cette autorité transcendantale à l'intérieur de sa propre famille. Pour vous donner comme ça un ordre d'idée, quand il y a eu la Révolution française et qu'on a coupé la tête au roi de France, ben, bien des années après, Balzac a dit, quand on a coupé la tête au roi de France, on a coupé la tête à tous les pères du royaume. Et il avait parfaitement raison, c'est-à-dire ça traduisait bien ce mouvement-là, qui était que le père de famille, le pater familias, donc le support du patriarcat, était décapité à travers ça, et qu'en inscrivant liberté, égalité, fraternité au fronton de la République, égalité, eh bien, on, on inversait le sens de la société qui passait d'une société transcendantale à une société, encore une fois, immanente. À l'intérieur de la famille, ça signifie quoi? Ça signifie que l'autorité paternelle pouvait être remise en question. Mais non, c'est pas à ce moment-là que ça s'est passé. Le code Napoléon de 1804 instaure la puissance paternelle à l'intérieur de la famille. 1804, on est après cette décapitation du roi. C'est-à-dire que ce code Napoléon remet en selle le père de famille avec toute sa puissance. Ça n'est qu'en 1970 qu'on est passé de la puissance paternelle à l'autorité parentale conjointe. 1970, c'est quand même pas il y a 3 siècles, hein, c'est quand même quelque chose de très récent. Et qu'il aura fallu une longue progression de la lutte des femmes et du féminisme dans la société, largement favorisée par la guerre de 14, où tous les hommes sont partis au front et où tous les hommes ont été décapités d'une certaine façon, au sens presque propre du terme, défigurés, et où les femmes ont, du fait du départ des hommes, ont occupé dans la société la place des hommes. Elles ont pris la tête des entreprises, des fermes, etc. Elles ont pris en main l'économie du pays. Et les hommes ont été, et c'est beaucoup ce qui a été dit après la guerre de 14, ils ont été dévirilisés. Les hommes ont perdu leur, euh, leur nature d'homme, disons. Et il y a eu, et c'est beaucoup après la guerre de 14, qu'ont commencé beaucoup de mouvements virilistes, justement. Beaucoup de mouvements, on peut dire qu'il y a l'ébauche du virilisme et du masculinisme, au sens où les hommes ont essayé de récupérer ce pouvoir et cette puissance qu'ils occupaient au sein de la société, au sein, pardon, de la famille et évidemment dans l'ensemble de la société. Mais c'était trop tard. Je dirais, c'était trop tard, c'est-à-dire que les femmes avaient commencé à comprendre
que ces questions d'égalité, elles étaient fondamentales pour elle. Et ça joue sur quoi? Ça joue sur le fait que la puissance paternelle, le mariage indéfectible, c'est ça qui est le support de la complémentarité homme-femme. C'est-à-dire que c'est ce qui naturalise sans doute le plus la différence entre les hommes et les femmes et entre les compétences des hommes et les compétences des femmes. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre et elles sont complémentaires parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Donc les compétences des femmes, c'est d'être dans le care, d'être dans l'empathie, c'est de s'occuper des enfants, c'est de s'occuper d'un foyer, c'est d'être dans le don de soi. Et la compétence des hommes, eh bien, c'est d'être dans l'exercice de l'autorité, l'exercice de la transmission, dans cette position transcendantale de transmission des valeurs de la société, des règles, des lois, des patrimoines, et de tout ce que vous voulez. Le passage de la complémentarité conjugale à l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire à la symétrie et à l'égalité, ça signifie que on, on rebat les cartes pour dire il n'y a plus de valeur masculine et il n'y a plus de valeur féminine. Il n'y a plus de compétences masculines et il n'y a plus de compétences féminines. Il n'y a plus de compétences paternelles et de compétences maternelles. Tous les êtres humains sont profondément bisexués, on pourrait dire, en tout cas animés par une bisexualité psychique. Hein. C'est quand même Freud qui accompagne ce mouvement de décapitation des pères à travers tous ces écrits pour interroger cette question pour dénaturaliser, on pourrait dire, la différence des sexes et commencer à interroger cette fabrication du genre. Quand Beauvoir nous dit en 1949 on ne naît pas femme, on le devient, elle, elle parachève, on pourrait dire, cette montée des femmes qui est de dire être femme n'est pas un état de nature, pas plus qu'être homme, ça n'est qu'un état de culture, et donc ce que la culture fait, elle peut le défaire. Il n'en demeure pas moins que la fabrication des garçons et la fabrication des filles est très loin d'être devenue parfaitement égalitaire. Et que la façon dont on forge les individus masculins et les individus féminins aujourd'hui est encore très loin de l'égalité, même si elle s'en rapproche évidemment beaucoup plus que dans les sociétés traditionnelles. Sociétés traditionnelles, par exemple, j'entends comme il est clair qu'on ne fabrique pas les filles et les garçons en Afghanistan comme on les fabrique à Paris dans le 3e arrondissement. Mais même si, évidemment, on n'en est pas là, il y a une asymétrie très profonde qui continue d'exister sur la façon dont on exalte encore les valeurs masculines, telles qu'elles étaient et telles qu'elles existent depuis toujours, et les valeurs féminines, dites féminines, telles qu'elles existent depuis toujours. Et on voit bien dans tous ces mouvements à l'heure actuelle, antiféministes, contestataires et virilistes, cette question de renaturaliser la différence des sexes, de la remettre sur un fait de nature. C'est pas que c'est pas qu'on veut que ce soit comme ça, c'est que c'est comme ça. Et c'est cette vision transcendantale donc quasiment religieuse de nos sociétés qui fait qu'il y a cette tendance toujours à détricoter ce que la culture a tricoté autour de la façon dont on considère les garçons et les filles. Euh, vous savez qu'il y a 10 000 études qui montrent que dès leur naissance, on ne parle pas aux garçons et aux filles de la même façon, on leur raconte pas les mêmes histoires, on n'utilise pas le même ton de voix, on ne leur fait pas les mêmes injonctions, on ne les allaite pas de la même façon, que inconsciemment, il y a quelque chose qui se transmet et qui est d'amener les garçons à une position plus virile au sens plus euh, d'être plus dans la décision. L'exemple de l'allaitement, il est intéressant, par exemple, parce que il y a plein d'études qui montrent qu'on allaite les garçons à la demande alors qu'on allaite les petites filles à heure fixe. Ça va vous paraître très bizarre parce que vous n'avez pas l'impression de l'avoir constaté autour de vous, mais c'est quand même des tendances lourdes. Ça veut dire que les petites filles doivent être régimentées et devenir obéissantes et les petits garçons doivent développer leur capacité de décision. Je pourrais, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, mais je pourrais vous donner 3 millions d'exemples qui vont dans ce sens et qui montrent que il y a toujours
une différence dans la façon dont on amène les petits garçons à adopter leur masculinité et les petites filles à se conformer à leur féminité. L'autre jour, je voyais en bas de chez moi deux mamans avec deux petits-enfants qui avaient l'air d'avoir 4 5 ans et qui faisaient du tricycle sur le trottoir en bas de chez moi. Les deux mamans, elles étaient habillées toutes les deux pareilles, elles avaient presque l'air jumelles, et il y avait un petit garçon et une petite fille qui étaient chacun habillés pareil, et ils avaient tous les deux le même tricycle. Et le petit garçon avançait sur son tricycle et sa mère lui disait, allez, vas-y, vas-y, fonce, fonce, va plus vite, c'est bien, c'est super. Et la mère de la petite fille disait, attention, ma chérie, tu vas tomber, tu vas trop vite, tu vas trop vite, tu vas tomber. Voilà. Ça me paraît important de donner ce background parce que les garçons et les filles sont élevés aujourd'hui dans une contradiction permanente entre les injonctions à l'égalité, les injonctions au respect mutuel, au fait que tout ce qu'un garçon peut faire, une fille peut le faire, tout ce qu'une fille peut faire, un garçon peut le faire, comment dire, il s'agit de neutraliser, disons, la différence des sexes, la différence des genres, et c'est heureux d'établir des continuums masculin-féminin, de dire que tout le masculin n'est pas dans les hommes et tout le féminin n'est pas dans les femmes, mais qu'au contraire, c'est quelque chose qui... donc, je dirais, ces valeurs qui sont portées, et qui sont portées par la plupart d'entre nous, je pense, qui sommes des soignants au contact des jeunes, et les autres couches du millefeuille qui apparaissent en dessous et où le masculin et le féminin, ça n'a rien à voir. Et où le masculin, c'est quand même l'autorité, la protection, et le féminin, la soumission et donc ces fameuses chaînes signifiantes qu'on retrouve sur le plan psychanalytique, hein, entre eux, masculin, actif, pénétrant, voire sadique, et les chaînes signifiantes de féminin, passif, dominé, pénétré, euh, masochiste. Alors tout ça est très compliqué à décortiquer. Et comme vous le disiez parfaitement, la moindre fragilité chez un adolescent en construction qui essaye, c'était assez fascinant comme ça l'exemple un peu théorique que vous avez donné de ce que c'est qu'un garçon adolescent qui arrive aujourd'hui sur ce grand terrain de jeu de la vie, ce grand terrain des relations entre les sexes et qui commence à se construire. On voit que comment la moindre fragilité, euh, le moindre, la moindre difficulté à s'affirmer, à rencontrer l'autre, eh bien, comment ça peut très vite se rattraper à l'intérieur de soi sur le fait de voir les autres couches du millefeuille et d'interroger autrement la question du masculin, la question de la virilité et de se remettre dans le lit, si je peux dire, dans l'ornière de la construction viriliste, de la construction de la virilité. Moi, la plupart des ados que j'ai vus et qui commençaient à mettre un pied, disons, dans cette question-là, eh bien, effectivement, c'était des ados très fortement fragilisés par d'autres éléments de trajectoire, d'autres traumatismes, d'autres difficultés familiales. Euh, C'est-à-dire que quand on commençait à les récupérer à travers leur histoire et leur spécificité, on voyait comment ils arrivaient un petit peu à détricoter ce discours dans lequel ils commençaient dans lequel ils commençaient à rentrer, et que il y a comme ça deux points qui me semblent à travailler, à retravailler avec eux. C'est évidemment chacun un travail personnel
dans leur propre trajectoire et retrouver ces facteurs de fragilité qui sont ceux qui sont leurs facteurs biographiques. Mais enfin, ça, c'est le travail de psychothérapie qu'on fait avec tout le monde. Le rapport aux écrans, toujours, avec des adhésions comme ça dans des groupes. L'autre jour, euh, j'y pense comme ça, par association, je reçois comme ça un jeune qui commençait à tenir des propos un peu inquiétants et qui commençait à mettre un pied, me semble-t-il, dans des réseaux un peu radicaux et un peu violents sur la suprématie, le suprématisme masculin. Euh, et donc, je discute avec lui, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il a comme relation, qu'est-ce qu'il a comme relation sociale, qu'est-ce qu'il a comme relation sentimentale. Et me dit-il, non, non, tout va bien, j'ai plein d'amis, j'ai aussi, je commence à être un peu en lien avec une fille, je pense que ça commence à se passer pas mal entre vous. Et je dis, bah, raconte-moi ça. Et alors, il me raconte, il me raconte un groupe adolescent auquel il participe. Et il me dit que Rebecca, qui kiffait Rebecca il y a 3 mois, mais que Rebecca était une salope parce que finalement elle l'avait planté pour avoir une relation avec Jules, mais Jules lui-même il avait fait une entourloupe à Esther qui avait fait je ne sais pas quoi avec je ne sais qui d'autre. Enfin bon bref, je vous passe les détails, mais vous entendez que j'entends un groupe adolescent assez vivant avec des petites ébauches d'histoires sentimentales, de rupture, de colère. Et je sentais bien que mon patient était en train d'entrer dans une colère un peu trop importante, colère un peu incel, par rapport à ce groupe. Et ben, au bout de 20 minutes, ou peut-être plus de discussion avec lui, j'ai compris une chose. C'est que tous ces ados s'étaient jamais rencontrés. Ils se connaissaient pas. En fait, il y en avait un à Toulouse, un à Bordeaux, un à Lille, un à Paris, un à Marseille et je ne sais où. Et que toutes leurs relations étaient des relations virtuelles. Mais que il m'avait fallu un moment pour le comprendre parce qu'il en parlait avec une telle vivacité et tellement d'émotions contrastées et partagées que j'ai presque senti le rapport corporel du groupe. Mais quand il m'a dit ça, ça a été comme une illumination, c'est-à-dire le fait que, justement, ces relations émotionnelles, ces relations empathiques, eh bien, elles ne pouvaient pas se partager dans ces relations virtuelles. Elles ne pouvaient que macérer, d'une certaine façon, et se transformer de plus en plus en sentiments d'exclusion, en sentiments de colère, en sentiments de rage vis-à-vis des autres, devenir uniquement des émotions négatives et non plus des émotions positives qui permettent de porter le lien à l'autre et de s'inscrire dans le lien à l'autre, et que ce jeune homme s'enfermait de plus en plus dans cette rage et dans ce ressentiment. C'est un exemple parmi pas mal d'autres que j'ai en tête actuellement et qui sont je dirais, dans les prémices de tout ce que vous avez parfaitement décrit. Donc je ne reprends pas du coup mes diapos parce que je pense qu'elles diront pas grand-chose de plus que tout ce que vous avez exposé. Mais du coup, voilà, ça me paraissait peut-être intéressant de situer les choses dans ce contexte et de laisser la place évidemment à toutes les questions. Merci, docteur Efez. Euh, pour votre propos, très riche aussi, qui fait écho, du coup, au propos du docteur Bilot. Je vois donc dans le chat une question sur les références, en fait, des études concernant l'éducation des garçons-filles et la construction, peut-être,
viriliste d'un côté, la question de la protection pour les garçons, la question de la soumission pour les filles. Est-ce que vous aviez des références? Oh bah j'en ai plein dans mes là comme ça je peux pas vous les mais j'en ai plein dans mes bouquins et dans mes articles hein, bien sûr là des références là-dessus j'en ai des brouettes oui je pourrais vous les transmettre. Il y a une autre question d'une collègue du pôle prévention qui questionne votre manière de formuler. Alors, la fabrique des filles et des garçons, pour reprendre un petit peu le terme d'un de vos livres sur la fabrique des familles. Est-ce que vous entendez la question d'éduquer là-dedans? Peut-être que c'est déjà une réponse au final. Et comment accompagner les femmes ou les filles qui prônent des discours masculinistes? Est-ce que ce serait par exemple une haine de soi, de ses femmes? Ah bah une femme qui effectivement prône des propos masculinistes, ça me paraît difficile de pas penser qu'elle est dans la haine d'elle-même, ou dans une soumission un peu masochiste tellement ancrée sur cette complémentarité des valeurs entre les hommes et les femmes, ça peut être rassurant, hein. Je veux dire que faire appel à la nature plutôt qu'à la construction de soi a quand même quelque chose de très rassurant. C'est pas nous qui l'avons voulu. Il y a du mâle, il y a de la femelle, c'est là partout. On le voit bien chez les animaux. Le lion est protecteur et la lionne s'occupe de ses petits. Enfin bon, je veux dire, naturaliser la différence des sexes, c'est la chose la plus euh, comment dire, la plus facile et la plus ancrée dans ce que sont nos cultures depuis Adam et Ève. Ce qui est compliqué, c'est justement de déconstruire ça. Et c'est d'être dans un travail de déconstruction aujourd'hui, qui est un travail volontariste et qui paraît contre nature, dans un premier temps. Parce que c'est, encore une fois, cette vision de la différence des sexes, elle est comme un millefeuille, et que la couche supérieure est très égalitaire, ou plus fortement égalitaire entre les garçons et les filles, elle laisse quand même transparaître, évidemment, 5000 ans de culture patriarcale et de culture où les femmes sont la possession des hommes et où les femmes appartiennent à leur père, puis à leur mari, etc. Mais je peux tout à fait concevoir que c'est rassurant pour des femmes d'être dans cette vision-là et de le transmettre à ses enfants. Et en plus, culturellement, on voit bien comment la religion, d'une part, et comment certaines références culturelles vont plutôt aller dans ce sens que dans le sens de l'égalité. Il y a la question de comment c'est parlé, peut-être pas seulement comment c'est parlé, parce que effectivement l'éducation des filles, si elle est bien assimilée sur cette question de la soumission, vous le reprenez, bah peut-être qu'elle se retraduit pas seulement dans le langage, hein. Et peut-être que le langage est peut-être même des fois plus Ah non, mais contradictoire. oui, oui, non, mais la transmission, c'est pas l'éducation n'est qu'une petite partie de la transmission. La transmission, c'est aussi tout ce qui nous échappe et tout ce qui se transmet plus ou moins consciemment entre des parents et un enfant. Si vous avez une mère soumise dans la cuisine avec le père qui va au boulot et qui revient le soir et qui se met les pieds sous la table, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez sur le plan, à vos enfants, tout ce que vous voulez sur le plan de l'éducation. C'est à ça qu'ils vont s'identifier. C'est aux modèles qui leur sont transmis. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué qu'une question d'éducation, les questions de transmission. Ça a à voir avec toutes les questions d'identification et telles qu'elles se posent à l'enfant depuis la naissance et de transmission inconsciente des parents aux enfants. Et que, ben, je sais pas, la haine des femmes ou la rage contre les femmes, ça peut être tout à fait hors discours d'un parent ou de l'autre parent, mais se transmettre quand même. Euh, sur ce sujet-là de femmes qui vont s'inscrire et qui vont épouser, dans tous les sens du terme, une idéologie masculiniste, euh, on a, avec le CRESAM, sur la journée d'études de cette année, on a reçu Romain XVI, qui est sociologue et qui a écrit un bouquin sur les femmes djihadistes. Et je dois dire que son intervention était déstabilisante, mais dans le bon sens du terme, puisque en fait, lui, il a fait son étude portée sur des femmes incarcérées pour djihadisme,
et qu'il a pu rencontrer. Donc, il étudie le discours et le rapport à l'idéologie, et qu'évidemment, il y a cette part qui nous paraît un peu évidente quand on travaille dans le domaine, de ces femmes qui correspondent à la catégorie de la radicalité apaisante de Bonelli et Carrier, c'est-à-dire des femmes qui ont une vie familiale, une vie privée un petit peu chahutée, exposées à des traumas, de l'instabilité, qui vont chercher dans la religion une stabilité en termes de l'âme et une stabilité dans leur rythme de vie, et qui du coup, dans des rôles très stéréotypés, des choses très repérantes, qui arrivent à trouver un petit peu de paix interne là-dessus, avec le risque du coup de l'épouser un peu trop fort et de partir en zone de guerre pour vraiment aller dans une incarnation un peu extrême de ça. Ah oui, ça, j'approuve tout à fait ça. D'ailleurs, ce qui m'a amené un peu à une réflexion sur la radicalité, c'est effectivement d'avoir ouvert ma consultation à la Salpêtrière, une consultation pour les jeunes en voie de radicalisation djihadiste, hein, avec la préfecture de Paris, enfin comme vous faites, je crois, à Virage. Et effectivement, cette question du genre était centrale par rapport à ces parcours de radicalisation djihadiste, aussi bien pour les garçons qui étaient un peu des garçons un peu en perte de vitesse ou traumatisés ou avec tel ou tel problème familiaux, etc., et qui se rattrapaient sur le côté masculiniste du discours djihadiste. C'était vraiment ça qui les intéressait. Euh, où les filles aussi euh, détricotaient tout ce que leur mère leur avait transmis autour des valeurs féminines pour se référer à une féminité, entre guillemets, enfin, une position féminine, disons, très traditionnelle et très rassurante pour elles au sein de la famille. Et ça, c'était, je veux dire, beaucoup plus que le discours djihadiste à proprement parler ou le discours religieux extrémiste. C'était vraiment ça qui les attirait. Et là où le propos de Romain XVI est un peu déstabilisant, c'est que il parle de cette catégorie-là, et puis en fait, il dit qu'il y a toute une autre catégorie qu'on n'avait pas sous les radars, de femmes, en fait, qui utilisent cette forme de conjugalité, et puis ensuite cette place dans la famille, dans la domesticalité, comme des espaces de pouvoir, en fait, qui vont se plier à cette idéologie dans laquelle elles ont l'air d'être dans une position de soumission, où il n'y a aucun champ d'action, d'autonomie, et où en fait, c'est pas le cas, où elles vont devenir un peu les femmes de pouvoir dans l'espace domestique. Et puis avec cette particularité qu'en fait, de mettre l'homme, le mari, dans une position de on ne peut pas faire sans lui et c'est lui qui a tous les pouvoirs, ça ne tient pas parce que ces hommes sont tués en zone de guerre. Donc ces Mm. femmes qui partent sur le terrain et qui restent, en fait, il n'y a pas de stabilité du mari. Le mari change sans cesse. Et donc, du coup, l'investissement émotionnel diminue et parfois disparaît, et qu'en fait, il y a des espaces où elles peuvent exercer et un pouvoir, et aussi, parce que chez certaines, on a sous-estimé en fait l'adhésion à l'idéologie est vraiment une adhésion primaire vraiment de faire vivre et de continuer à faire vivre ce mode de vie-là, et aussi en catégorisant les autres femmes. Les femmes qui ne sont pas comme elles, comme il faut, il y a un rapport de domination aussi entre le groupe des femmes. Donc quelque chose que moi, en tout cas, j'avais pas en visuel de ça. Ben, c'est tout à fait juste, mais ça n'a rien de nouveau. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir féminin dans les sociétés traditionnelles, il a toujours été décrit, mais c'est un pouvoir de femme, c'est-à-dire c'est le pouvoir de régner sur son foyer, de régner sur sa famille. C'est pas d'occuper une position dans la société et dans le pouvoir tel qu'il s'exerce dans la société tout entière, mais un pouvoir de décision ou un pouvoir d'influence, mais c'est d'occuper ce pouvoir domestique. Alors évidemment, dans les sociétés traditionnelles, toutes les femmes et toutes les mères de famille se raccrochent à ça. En plus, c'est elles qui font des fils. Donc c'est des fils qui aiment leur mère, c'est des fils qui magnifient la position maternelle à l'intérieur de ma famille. Toutes des putes sauf ma mère. Enfin, on connaît bien l'histoire. Hein. Et que ce que, effectivement, ce que peuvent découvrir ces filles, disons, qui ont été baignées dans des sociétés occidentales démocratiques et qui rentrent dans cette vision culturelle extrêmement scindée du pouvoir féminin, du pouvoir masculin, du pouvoir des mères et du pouvoir des pères, eh bien, c'est que c'est peut-être une surprise par rapport à ces positions plus égalitaires auxquelles elles étaient habituées dans nos sociétés. Effectivement, il y a une exaltation
de la place des mères, mais ça reste cantonné au fait que c'est des mères et au fait que c'est des femmes. Mhm. Merci. Il y a d'autres interventions, questions sur, je dirais sur peut-être ce que vous avez évoqué, le langage qui est pas idiosyncrasique, notamment quand vous avez parlé de la série Adolescence. Euh, une intervention qui dit en fait le terme parler aujourd'hui, c'est pas forcément parler, ça peut être échanger des SMS, c'est pas forcément être en présence l'un de l'autre, ouvrir sa bouche, adresser un message à l'autre, observer ses réactions et moduler peut-être aussi son message. Du coup, ça amène forcément différentes choses. Une question sur un groupe de jeunes, justement, ben, qu'est-ce qui serait en fait une différence entre un groupe en présentiel, je vais le dire comme ça, et un groupe en distanciel, ou en tout cas avec des liens qui seraient plus virtuels. Comment vous expliqueriez peut-être qu'il y ait moins d'émotions négatives ou de macération de ces émotions négatives en présentiel? Et ben, ça va vous paraître tout bête, mais c'est le corps quand même. C'est le corps qui est présent et c'est le corps qui existe. C'est-à-dire, ce qui nous permet de penser, ce qui nous permet d'éprouver, c'est qu'on a un corps. Et c'est qu'on a un corps qui ressent. Mais le corps, il ressent pas tout seul. Le corps, il ressent dans le contact charnel avec le corps de l'autre. Et les échanges se font pas seulement sur le plan verbal, et sur le plan intellectuel, mais elles se font sur le plan corporel, émotionnel, au sens où les émotions se transmettent. Si vous êtes angoissé dans un groupe, eh ben vous sentez que l'angoisse diffuse, et elle diffuse aux autres, même si vous ne parlez pas de votre angoisse. L'angoisse diffuse parce que ça diffuse par le corps. Si vous êtes angoissé devant un écran, à mon avis, ça diffusera moins. Ça peut diffuser, mais ça diffuse sûrement pas de la même façon, où ça peut se prêter à beaucoup d'autres peut-être perceptions et beaucoup d'autres interprétations. Mais encore une fois, moi je crois que les adolescents n'ont jamais été autant reliés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils sont en permanence reliés via un téléphone à la Terre entière, à des groupes de plus en plus grands, à des réseaux sociaux auxquels ils sont soumis toute la journée, et ils n'ont jamais été aussi seuls. Ils sont seuls, ils sont totalement seuls. Enfin, il me semble que l'école, qui se doit d'être le lieu d'apprentissage, disons, pas seulement des mathématiques et du français, mais le lieu d'apprentissage de soi comme citoyen, comme participant à une collectivité ou je sais pas quoi, ben, l'école, elle a sérieusement intérêt à revoir sa copie à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, en plus, avec l'intelligence artificielle qui arrive, il me semble que ce que l'école a à transmettre, et elle ne peut pas le faire seule, c'est toute la société, c'est transmettre toutes ces valeurs de lien social et d'être reliés ensemble à des projets, à des apprentissages, à des jeux, à du sport, à tout ce que vous voulez. Sinon, on va perdre réellement cette génération qui arrive. Moi qui ai toujours été, on m'a toujours dit que j'étais le psychiatre optimiste dans tout le champ de la psychiatrie. Voilà, je commence à être un peu moins, oui, un peu moins optimiste, c'est sûr. Ça fait peut-être écho, ça, aux communautés émotionnelles, peut-être réelles, je sais pas, docteur Bilot. Il y a notamment aussi une autre intervention qui reprend encore ces questions-là de présentiel, distanciel, je le dis comme ça moi, hein, euh, peut-être une sorte de confusion entre l'intimité et l'extimité. Est-ce que vous pourriez imaginer une solution qui pourrait permettre, la solution miracle, si vous l'avez, c'est top, ce serait génial, pour permettre d'aider les jeunes à reconsolider cette barrière entre le privé et le public, à reconsolider, pardon, ce moi-peau devenu perméable. Je reprends le terme de Hélas, pardon. Bah, il faut qu'on s'y mette tous, hein. Il faut que toute la société s'y mette. C'est un petit peu ce que je disais. Il n'y a évidemment pas de solution miracle, mais ça passe par des tas de petites solutions. Le contrôle des réseaux sociaux, le fait que les réseaux sociaux ne puissent pas charrier n'importe quoi sur n'importe qui, que on puisse essayer d'éviter les processus de désignation,
très violente et très radicale qui se passe sur les réseaux sociaux, où quelqu'un peut se trouver tout à coup euh, dans un état de déréliction absolue et aller jusqu'au suicide en étant exclu d'un groupe social. Donc, comment dire, de pouvoir interférer plus sur les rapports que les jeunes ont avec les réseaux sociaux. Et ça, mais ça, vous le disiez, hein, Aviga, évidemment, la prise en charge de ces jeunes radicalisés, qu'ils soient islamistes ou qu'ils soient masculinistes, ça, évidemment, une prise en charge individuelle, mais la prise en charge de groupe est la plus fondamentale et la plus importante. C'est-à-dire, c'est remettre ces jeunes dans des groupes où ils vont pouvoir se confronter, échanger, se comparer, négocier, faire l'apprentissage comment dire, de remettre en chantier des préconcepts et des théories fumeuses. Mais voilà, il y a pas de recette miracle. C'est reprendre les choses à la base, hein. C'est reprendre les choses quasiment sur la construction du lien aujourd'hui. Vous parlez tous les deux hein, du lien. D'ailleurs, est-ce que je me permets une question, malgré le nombre de questions et d'interventions qu'il y a dans le chat, est-ce que ces radicalités-là, elles sont des manières ou des tentatives ou des symptômes de difficultés dans le lien à l'autre? Il y a une plaisanterie qui tourne sur les réseaux sociaux, c'est on n'a jamais vu des mecs masculins sur les réseaux qui sont heureux en ménage, qui veulent des enfants, qui ont des enfants, qui ont un emploi stable qui leur va, et qui sont super contents. On est toujours sur des profils où on voit que quand même ça vient s'inscrire dans un moment qui est un petit peu compliqué. On peut effectivement se poser la question de ça, de la possibilité de créer du lien et de créer de la pérennité qu'on regarde un peu les profils, notamment de passage à l'acte terroriste, ouais, notamment sur certains terroristes du Bataclan, on voit que l'idéologie, elle arrive pour certains sur des moments où bah, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de gens autour, il y a de la désinsertion, il y a du déclassement. Et donc on voit que ça vient quand même sur des terrains qui sont asséchés, qui sont avides de quelque chose qu'ils n'arrivent manifestement pas à trouver dans leur environnement. Tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, c'est ça, la capacité à créer des liens. Oui, 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 bien sûr. Mais ça, comment dire, cette incapacité à créer enfin, cette incapacité, il faut rien exagérer non plus. Mais disons, le fait que les liens sont complètement transformés, encore une fois, l'effet, l'effet écran, l'effet réseaux sociaux, il est considérable. Il est considérable. Moi, ouais, je suis atterré par ça. J'avais autre chose en tête, mais ça m'a échappé. C'est pas grave, ça me reviendra. Ouais, la question du lien. Du coup, il y a encore une réflexion sur les femmes masculinistes qui seraient éduquées à l'empathie. Et du coup, le discours victimaire des masculinistes marche vraiment sur elles. Je suis pas convaincu qu'il n'y a pas une confusion entre ce que c'est que l'empathie et la soumission de ce côté-là. Je sais pas si quelqu'un veut réagir. Je poursuis. Est-ce que la famille existe encore comme première communauté émotionnelle? Bah, quand elle fait pas ce taf-là au départ, c'est compliqué après. Le lien, ça commence quand on sort du ventre de sa maman et que on est relié à elle et qu'elle se relie à vous et il se produit un accordage émotionnel qui fait que, je dis la mère, mais la place du père est aujourd'hui justement aussi, il est là d'emblée, il coupe le cordon et il donne les premiers, ce que ne faisaient pas les pères, bien évidemment, autrefois. Les pères, ils avaient aucun contact avec leur nourrisson. Mais donc, évidemment, autour de l'enfant, c'est là que se mettent en place tous les processus d'accordage et les possibilités d'empathie. C'est que quand l'enfant comprend, que l'autre le comprend. Et que quand il émet un message, qui pleure ou qui rit, etc., ça s'intègre dans une interlocution et ça s'intègre dans une relation émotionnelle avec l'autre. Donc, bien évidemment, ça c'est dans la famille que ça se passe. C'est dans la famille que ça se passe. Des familles qui sont souvent traversées et peut-être un peu plus aujourd'hui qu'ailleurs, parce que les familles sont quand même. Alors, c'est pas que je prône la stabilité conjugale, ne croyez pas ça, mais bon, les familles sont quand même
traversés par plus de mouvements, disons, qui peuvent être des mouvements de rupture, des mouvements d'affrontement, des mouvements de confrontation. Mais bon, ça enrichit l'apprentissage, mais que, évidemment, la, la confiance dans l'autre et donc la confiance dans soi, le premier lieu, c'est à l'intérieur de la famille. Mais les familles, elles sont plongées, comme les enfants, dans un milieu qui est de moins en moins sécurisant aujourd'hui. Et qui est de plus en plus angoissant et de plus en plus inquiétant. Or, rien ne se transmet plus facilement que l'angoisse. Donc, les familles sont pas beaucoup aidées. Les familles sont pas beaucoup aidées, c'est-à-dire que elles restent aux portes de l'institution scolaire dans la plupart des cas. Elles sont pas aidées pour exercer leur parentalité. Moi, on m'a confié l'année dernière la présidence d'une mission, d'une commission ministérielle sur le soutien à la parentalité. Donc j'ai un petit peu exploré ça sur tous les champs, hein, au travail, dans l'entreprise, à l'école, dans les institutions de soins, etc. Et j'ai bien vu à quel point le dispositif de soutien aux familles pour leur permettre de soutenir les enfants et les adolescents, il était un peu, enfin, largement insuffisant. Peut-être je vais essayer de prendre encore une dernière question et pas trop tarder. On parle du manque d'empathie chez les adolescents. Comment peut-on cultiver cette empathie? La solution ne serait-elle pas, je prends cette question parce elle est intéressante sur la notion, ne serait pas d'aller vers une culture collective du soin et comment? Ben, c'est toujours la même chose, hein. C'est en stimulant le plus possible le fait que les adolescents participent à, à du groupe, à de la relation, par exemple, ça sert plus à rien de donner des devoirs à faire à la maison à des ados. Ça sert à rien. Tous les profs me l'ont dit. Ils récupèrent 30 devoirs identiques qui ont tous été fabriqués sur ChatGPT. Donc c'est fini. Il faut arrêter ça. Donc il faut favoriser le fait que les jeunes réfléchissent dans leur cadre, après les parents ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais que dans le cadre scolaire, on stimule davantage la réflexion collective et le lien. Par exemple, je sais pas, on leur donne qu'un devoir de philo, ils le fassent ensemble, ou à trois, ou à quatre, ou à cinq, et qu'ils réfléchissent ensemble, et qu'ils se confrontent, et qu'ils échangent. Que, il y ait plein d'autres intervenants, parce que les profs, ils peuvent pas tout faire, qu'il y ait plein d'autres intervenants dans les écoles, qui vont être des philosophes, des psychologues, je sais pas quoi, des juristes ou je ne sais quoi, mais enfin, qui vont amener, à travers une réflexion collective, à travers les groupes d'ados, à fabriquer ensemble une pensée, à fabriquer ensemble une construction mentale. Et que c'est ça qui peut donner un élan de changer le monde, quoi, parce qu'il en a bien besoin, hein, à l'heure actuelle, me semble-t-il. Eh bien, je vous remercie pour vos propos, pour vos interventions très intéressantes. Ce que je résume peut-être de manière très 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 rapide, c'est de maintenir, de créer du lien, mais du lien avec nos corps en présence, et d'avoir peut-être justement par ce biais-là des communautés émotionnelles qui sont proposées dans le réel. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.